Bonjour à tous. Il y a une actualité sur le continent qui nous permet de rompre un peu avec la monotonie informationnelle. La cellule de recours de la Confédération africaine de football a fait un grand coup hier en décidant de donner la victoire sur tapis vert au Maroc pour ce qui est de la finale de la CAN Maroc 2025. Là, je vous parle de football et vous le savez, c'était le Sénégal qui avait remporté la partie grâce à un but face justement à son adversaire du jour, le Maroc. Mais la finale a été maillée d'incidents, notamment avec ce départ momentané du 11 national sénégalais du terrain, ce qui a d'ailleurs provoqué beaucoup d'autres incidents. Et ben, l'instance en charge de football sur le continent est revenue sur ces événements, 2 mois après justement la finale, quels pourraient en être les impacts, notamment sur la crédibilité du football, sur l'histoire du football aussi. Eh bien, on va en parler certainement avec notamment Candido Nwata qui passera par ici, nous fournir aussi un autre élément de l'actualité dans le domaine du sport. Pendant nos débats et pour revenir à nos tralala quotidiens au Bénin, pendant nos débats donc, eh ben, on va interroger ce que nous réservent les différents duos de candidats pour la prochaine présidentielle au Bénin. Nous parlons là de projet de société. Depuis lors, personne n'a fait savoir encore au public béninois et à l'électeur béninois ce qu'il pense de ce que pourrait être le Bénin à partir d'avril 2026, s'il était élu. On verra bien quelle est cette ambiance qui caractérise justement cette période d'avant campagne électorale. Nous sommes mercredi, Jacques Degbé va certainement décrocher notre appel. Avec lui, on va parler d'inflation. Le prix du ciment a encore augmenté. Quelles pourraient en être les causes et comment est-ce que les consommateurs ressentent justement la situation? Il nous dira deux mots à ce sujet. Les rubriques traditionnelles, vous les connaissez. La revue de presse qui termine traditionnellement à votre matinale sur Canal 3 Bénin. On aura le bulletin de l'information avec notamment Ingrid Deck qui nous fera voir l'actualité par la fenêtre de la rédaction de Canal 3 Bénin. Et puis on fait toujours ce tour sommaire de l'information à la une des quotidiens dans leur production chaque matin. C'est d'ailleurs par là que la matinale s'ouvre. On va pas déroger à la tradition ce matin. Bienvenue à tous. Allez, on va commencer justement une des journaux avec Fraternité, un peu politique. Ce matin, participation citoyenne à la présidentielle du 12 avril 2026. Le jeune Bilal Yakoubou reçoit le soutien des étudiants de Parakou. Levée de la grève des internes dans les hôpitaux, talons pour des soins de qualité ininterrompus. Assemblée générale élective, Jerry Agenoukoun prend les rênes de l'ACMB. Inédite, le Maroc remporte la CAN sur tapis vert. On n'y a jamais pensé par le passé. En février 2026, les prix des denrées agricoles étaient en baisse d'après le sondage de Fraternité. Voici Dynamisme Info, les démocrates dans la perspective du 12 avril prochain. Nous parlons d'élection présidentielle bien évidemment. Le meilleur choix peut être ne pas donner de consignes de vote. Décryptage info, responsabilité sociale, la GDIZ renforce son engagement social avec des dons de sang. Nous sommes avec maintenant l'informateur présidentiel de 2026, LDFCBE, le dialogue retrouvé. L'événement précis, à moins de 10 jours de la campagne pour la présidentielle de 2026, mystère sur les projets de société des candidats. Et puis, libération, exercice militaire alligator, des manœuvres prévues dans plusieurs villes du Bénin. Voici matin libre, tension liée à un présumé vol de noix de cajou, un mort et plusieurs blessés. À Manigri, nous apprend le journal.
Gasquiani Info, présidentielle du 12 avril 2026, fait une grande alliance historique. Le journal ne nous donne pas plus de détails. Le matinal, changement hors gabarit, camion à la frontière se met craquer, la répression entre dans sa phase active. La nouvelle tribune, opposition béninoise, une rencontre tardive entre FCBE et les démocrates. Le télégramme, décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football, la CAF renverse le résultat de la finale et déclare le Maroc vainqueur de la CAN 2025. Le matin, parti les démocrates, présidentielle présidence par intérim, Éric Rondeté, un retour en force ou une illusion passagère. Le journal indépendant présidentiel du 12 avril 2026, quel candidat choisira? Le parti Les démocrates bénin intelligent, tension dans les hôpitaux, talons apaise, les médecins en formation. Le journal Le Patriote, tractation pour la présidentielle du 12 avril prochain, le duo Rumpé-Rouanou échange avec les LD. L'indépendant est déjà perçu. Fraternité pour la deuxième lecture, participation citoyenne à la présidentielle du 12 avril prochain. Le jeune Bilal Yakoubou reçoit le soutien des étudiants de Parakou. Levée de la grève des internes dans les hôpitaux, talons pour des soins de santé de qualité ininterrompue. Et puis, assemblée générale élective. Jerry Hagen comprend les rênes de la CMB. Inédite, le Maroc remporte la CAN sur tapis vert. Et puis, en février 2026, le prix des denrées agricoles était en baisse. Voilà ce qu'on peut retenir, hein, la une des journaux ce matin. Je vous propose qu'on aille à l'intérieur, comme d'habitude, de Fraternité pour nous intéresser un peu à quelques sujets de l'actualité, à quelques analyses aussi. Ça commence déjà par ce dernier titre que je vous ai proposé. Il n'y a qu'au titre du mois de février, les denrées alimentaires étaient donc, mettons, en baisse. On a par exemple pour le riz local dont le prix moyen s'établit autour de 485 francs CFA le kilo, est en baisse de 2,9% sur un mois et de 16% sur un an. Quant au riz importé, il se négocie autour de 541 francs CFA le kilogramme, affichant également une baisse mensuelle et annuelle. À l'opposé, il y a quand même eu aussi d'autres produits qui ont un prix du prix. Il y a par exemple les légumes, notamment la tomate et le piment sec, qui ont enregistré une hausse des prix en raison de la réduction de l'offre pendant la saison sèche. La tomate s'est retrouvée par exemple à 548 francs CFA le kilo, soit une augmentation de 19% sur un mois. Allez, nous allons certainement reparler d'économie et de ce qui se passe dans nos marchés. Ce sera avec Jacques Débé qui va nous faire constater la hausse du prix du ciment. Comment est-ce que les consommateurs se débrouillent? Il sera au téléphone tout à l'heure. On va passer au bulletin d'information avec plutôt Florence Bossa Kingrid dès que j'avais annoncé. Florence, bonjour. Bonjour à vous Tanguy, bonjour à tous. Les titres de votre bulletin d'information ce matin avec Wada, ce sera enfin le temps de desserrer les ceintures après 10 ans de Patrice Talon. Le projet de société du candidat de la mouvance est la continuité avec une plus grande inclinaison vers le social. Parole de Malik Seibou Gomina, lui, député de la 9e législature, dans une sortie médiatique à suivre dans ce bulletin de l'information. Vous l'avez à l'image. Et puis séance d'entraînement d'avant la chasse au suffrage à la coordination départementale Zoud, l'amicale Ouaro. Les conquérants de voix pour le duo Wada Intalata à la présidentielle du 12 avril prochain s'échauffent dans un atelier de préparation à Boykan. En ligne de mire, une participation record des Béninois au scrutin. Vous les découvrez à l'œuvre. Voici le bulletin. Le député Malik Gomina est convaincu que le projet de société du candidat de la majorité sortante est bien connu, Florence. Romuald Wadaï va être la continuité des œuvres entreprises sous la gouvernance Talon dans les deux programmes d'action du gouvernement. L'élu de la 9e législature souligne que c'est le moment pour les Béninois sous les Wadaï, en cas de son élection, de vivre le développement à visage beaucoup plus tourné vers le social. On l'écoute. Romuald Wadaï, ça fait 10 ans qu'il est ministre des Finances.
un ministre des Finances, il a une vue holistique de tout ce qui s'est fait pendant les 10 ans. Et Ouaddaï s'inscrit dans la continuité de ce qui a été fait. Donc le projet de société de Ouaddaï est connu. Il suffit de prendre les différents PAG qui ont été faits ces dernières années et savoir qu'il s'inscrit dans la même lancée. Il va juste améliorer, apporter sa touche personnelle par rapport à certains points, mais pour l'ensemble, il est dans la continuité de ce qui a été fait dans ces 10 dernières années. Et donc, ce n'est pas pour rien qu'il a été choisi par la majorité sortante comme étant leur candidat. C'est pour perpétuer l'œuvre qui est en cours. Nous avons vu les effets du serrage de ceinture. Maintenant, nous allons profiter de ce que le serrage de ceinture a permis de faire. On ne va pas serrer la ceinture toute notre vie. Et donc, c'est sûr qu'il y aura une inclinaison beaucoup plus sociale parce que les grosses infrastructures ont été déjà faites. Nous l'attendons de pied ferme. Ça ne nous inquiète pas. Nous espérons que d'ici là, il va décliner, que nous puissions dire qu'entre quelqu'un qui veut venir au pouvoir et quelqu'un qui est préparé à continuer le pouvoir, nous dirons en son temps aux Béninois ce qui est mieux pour eux. Une délégation du bloc républicain conduite par le député Barthélémy Kassa était en descente à Boukoumbe dans la 3e circonscription électorale législative. Les membres de la cohorte ont remercié les populations pour leur mobilisation lors des élections couplées du 11 janvier dernier. Ils ont aussi tiré les leçons de ce double scrutin pour sonner la mobilisation autour du duo candidat de la mouvance, Alassane Harouna. Voici les vaillants cavaliers de la 3e circonscription électorale de retour au bercail après la conquête des élections générales du 11 janvier 2026. Avec 3 députés sur 4, dont l'honorable Barthélémy Kassa, et 3 mairies sur 4 remportées par le bloc républicain, l'heure est désormais à la gratitude et à la reconnaissance envers les militants pour leur mobilisation et leur engagement. Je voudrais, au nom du président Abdoulaye Biachane, vous dire un grand merci ici à Boukoumbe, où sont réunies toutes les communes de la Pendiari. Nous devons être fiers, vous et nous, d'avoir le seul parti ayant au moins un député dans chacune des 24 circonscriptions électorales de notre pays. Au nom de tous les députés que vous avez élus lors des élections du 11 janvier passé, nous voulons vous dire merci. Saluant cette confiance populaire, le gouverneur de la Pendiari invite les populations à la consolider davantage en relevant le défi d'une forte mobilisation lors de la prochaine élection présidentielle, avec pour objectif d'assurer un carton plein au duo de la mouvance. Le nouveau grand défi, mes chers parents, on sait que l'Atakora, c'est le fief de la mouvance. Quand on additionne UPR, on additionne BR, ça fait 98% des votants. Vous comprenez pourquoi est-ce que le duo Ouaddaï Talata, personne ne nous fera de cadeau si on ne fait pas 100% d'électeurs ici dans la Pendiari. Convaincus d'avoir touché les cœurs de leur mandat de la 3e circonscription électorale, les émissaires de Abdoulaye Biachane mettront le cap sur Nati Tengou pour le même exercice. Après l'étape de la 3e circonscription à Boukoumbe, les émissaires de Abdoulaye Biachane ont mis le cap sur Nati Tengou pour le compte de la 4e circonscription électorale. Devant les populations venues de Tukuntuna, Kwande, Penko, Kerou et de Nati Tengou, le message de Kassa Barthélémy et de Arif Bako a demeuré le même. Reportage. 3 députés sur 5 et 2 mairies sur 5 remportés par le bloc républicain dans la 4e circonscription électorale. Tel est le verdict des élections générales du 11 janvier 2026. Même si la victoire n'y est pas totale, il convient néanmoins de saluer les sacrifices consentis par les militants dont l'engagement a largement contribué à l'atteinte de ces résultats. Le bloc républicain se réjouit de vos performances
Parce que le nombre de députés que vous avez envoyés à l'Assemblée nationale a contribué à rehausser les performances globales du bloc républicain. Nous avons 3 sur 5. On remercie Dieu. Ou bien, on vous remercie également. Cette responsabilité que vous nous avez confiée, eh bien, nous n'allons pas vous décevoir. Au-delà de l'acte de reconnaissance envers les militants, un diagnostic s'impose afin de corriger le tir avant l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Une occasion pour l'honorable Barthélémy Kassa de remobiliser les troupes et de les mettre en ordre de bataille. Je voudrais, à partir du diagnostic que chacun fera, à faire en sorte que pour les prochaines élections, le duo candidat qui est en lice au titre de la mouvance présidentielle est candidat du bloc républicain et candidat de l'Union progressiste, candidat de Moelle Bénin. Nous devons tout faire. Mettons-nous en ordre de bataille. Ne chantez plus bloc républicain, parce que le jour-là, il n'y aura pas le logo du cheval là-dessus. Il y aura le logo du duo candidat. Mais commencez à chanter Wadaï Talata. Wadaï Talata. Un chant de ralliement que les militants présents à ce meeting entendent relayer auprès de ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement dans la perspective de la victoire du duo candidat de la mouvance. L'amicale Ouaro dans le Zou tient un séminaire de mobilisation et de formation des diverses coordinations communales. C'est une initiative de la session départementale du mouvement. Le but est de mieux outiller les acteurs pour la mise en place des maillons indispensables pour une action plus efficace sur le terrain. Le rendez-vous a été le cadre de préciser les ambitions du Creuset. Imet Elena Moussou et Georges Vaudoun. Boïcon, transformer l'instant d'une journée en un laboratoire citoyen. Venu des 9 communes du département du Zou, des délégations des coordinations de l'amicale Ouaro prennent ici part à un séminaire d'envergure. L'idée qui sous-tend ce rassemblement est de donner corps à une mobilisation de masse autour du duo Wadaï Talata, mais aussi mettre en place les outils indispensables pour une action efficace sur le terrain. Des hommes et des femmes engagés, fortement mobilisés. Ils sont là pour se faire former pour une efficacité opérationnelle sur le terrain de la conquête de la voix de nos citoyens. Loin d'être une rencontre militante, le rendez-vous se veut un espace de formation et de réflexion stratégique. Pour la circonstance, l'accent est mis sur la nécessité de renforcer l'unité, promouvoir l'intérêt général, puis améliorer le mieux-être collectif. Notre ambition est claire, faire de l'amicale Ouaro un espace de dialogue, de réflexion et de production d'idées capable de contribuer à l'enregistrement du débat public et à la formulation de propositions utiles pour notre pays. Favoriser l'émergence d'idées nouvelles pour enrichir le débat public. Boïcon, la ville Carrefour, applaudit cet élan collectif qui revêt tout son sens. L'initiative enrichit le débat public et arme nos concitoyens, nos séminaristes pour une action plus éclairée et responsable. Chers jeunes, saisissez donc cette science. Soyez les acteurs de votre propre apprentissage. Osez le débat et portez les idées audacieuses. En somme, l'amicale Ouaro Zou trace une voie originale, celle d'une citoyenneté active, organisée et tournée vers l'avenir pour accompagner le Bénin dans sa marche vers le progrès. Toujours dans la perspective de la présidentielle du mois prochain, l'Alliance Grand Bénin lance le projet Jeunesse investie pour la relève avec Romuald Wadaï. C'est un creuset qui soutient le duo de candidats Wadaï Talata pour la victoire écrasante au soir du 12 avril. Des jeunes sont investis pour générer un fort taux de participation à cette élection. Je vous invite à suivre un extrait de la déclaration des responsables du regroupement. La collaboration du chef de l'État a permis de dénicher ce talent exceptionnel après avoir déblayé le terrain et engagé le pays sur les roulettes du développement. Romuald Wadaï, c'est une chance, une opportunité pour la jeunesse investie pour la relève. C'est la conviction de l'Alliance Grand Bénin. Alors, on prêche, on campagne, on évangélise Romuald Wadaï sur tous les territoires béninois.
dans nos lieux de service, résidences, clubs, pour rallier tous ceux qui sont passifs à la cause. Nous voulons associer tous ces groupes de jeunes qui sont dans des mouvements corporatistes, des mouvements associatifs, afin qu'ils fassent une campagne de proximité pour un acte civique certain, afin que le grand jour du 12 avril soit un jour où nous allons célébrer la relève de la jeunesse. Nous avons la chance que celui qui a été la cheville ouvrière de la lutte pour notre développement pendant ces 10 dernières années ait accepté de prendre la relève afin de poursuivre l'œuvre entamée pour la continuité de la dynamique. Mais il a dit une chose quand il a accepté le choix porté sur sa personne. Il a dit, jeunes du Bénin, ayez confiance. Et il a reconnu que au moins 70% de notre population a moins de 25 ans. Ça veut dire que tout ce qu'il fera sera pour le bien de la jeunesse. Eh bien, Tanguy, c'est la fin de ce bulletin d'information. Florence Bossa, merci au nom de la nation d'avoir présenté ce bulletin d'information. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Bonne journée. Mesdames et messieurs, dans la suite d'Actu Matin, c'est mon invité de ce matin. Avant de vous présenter mon invité ce matin, je vous rappelle qu'on aura discuté lors de nos débats de la question des projets de société qui ne viennent toujours pas, des duos qui sont en compétition pour la présidentielle du 12 avril prochain. Depuis, on ne sait pas ce qu'ils veulent nous proposer pour les 7 prochaines années. En tout cas, notre invité dira 2 mots pour le duo pour qui il travaille. Après cela, vous aurez la revue de presse pour finir Actu Matin. On discutera économie avec Jacques Débé qui va certainement décrocher notre appel pour nous parler de cette situation assez difficile vécue par les consommateurs, notamment à Parakou et au-delà, de près du ciment qui s'est envolé là-bas. Quelles sont les causes et les conséquences que cela appelle? Il nous dira 2 mots à ce sujet. N'oubliez surtout pas ce qui fait l'actualité depuis hier soir, cette décision de la CAF qui retourne sur le tapis vert. La CAN Maroc 2025 au pays organisateur, le Maroc précisément. Le Sénégal avait remporté la partie sur le terrain par un score d'1-0. Vous vous rappelez certainement de ce match avec beaucoup d'incidents et beaucoup de tensions. L'instance en charge du football sur le continent a revenu sur ces différents événements avec beaucoup de décisions. On examinera tout cela avec Memo Couton qui sera notre consultant sur le sujet. Il sera au téléphone avec en plateau Candide Rongato qui nous dira 2 mots à ce sujet aussi. Je vous ai annoncé mon invité. Il s'appelle Edmond Ayinde. Il est membre facilitateur du département OUME, de la plateforme des mouvements et acteurs qui soutiennent la candidature de Romuald Wadaïm. Monsieur Ayinde, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue sur Actu Matin. C'est un plaisir. Comment va la capitale? Bon, la capitale se porte très bien et rayonne. J'imagine qu'elle bouge déjà pour justement cette actualité politique. Tout à fait, nous sommes dans la fièvre électorale, c'est pratiquement la pré-campagne et tout bouge. Et tout le monde fait le pari de faire une grosse mobilisation. Pourquoi est-ce que tout le monde est focus sur la mobilisation pour le 12 avril prochain plutôt que de nous dire ce qui se passera sur les 7 prochaines années? Non, tout est dans un bon timing et vous savez que nous avons une élection d'envergure parce que c'est des élections couplées. Nous avions eu les élections de proximité, les élections législatives et communales et nous avions, c'est comme un arrière-goût d'insatisfaction par rapport au taux de participation. Nos compatriotes ne sont pas réellement sortis. On a fait moins de 40% de taux de participation et ça a interpellé. Et c'est ça qui amène tout l'engouement
de sensibiliser les couches les plus vulnérables, surtout les primo-votants, pour qu'ils puissent comprendre le sens du vote et qu'ils puissent sortir le 12 avril. Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi est-ce que justement le 11 janvier dernier, ils ne sont pas sortis? Oui, en fait, c'est dû, selon nous, à la réforme du système partisan, qui a limité le contact, qui a limité le champ de l'action politique. On a incité au regroupement, alors on a eu moins de partis. Par le passé, nous avions près de 300 partis dans ce pays et ça permettait le contact facile, ça permettait la facilité de sortir les militants. Mais avec la réduction et le caractère un peu dur de la réforme qui fait parfois que certains partis ne réussissent pas à produire les dossiers et sont invincés au dernier moment. Donc, il n'y a pas d'engouement pour certaines sorties pour aller voter. Mais là, il faut revoir ça. Est-ce qu'on ne va pas dire plutôt que les partis sont devenus de plus en plus, je n'ai pas le mot le plus approprié, désolé, paresseux, pour aller faire vraiment le travail de contact sur le terrain? Parce que ce soit 300 partis ou que ce soit 2, l'engouement devait être le même quand il s'agit d'aller convaincre les populations. Oui, tout à fait. Vous savez, ça viendra. Ça viendra. La réforme a été une réforme à la marche forcée et il faut adapter. Et les partis, j'avoue, je suis membre du bureau politique national de l'UP Le Renouveau et je sais que des efforts se font, mais ce n'est pas encore assez. Et il faut mettre beaucoup de personnes au travail et c'est ce qui se fait là maintenant. Je suis bien surpris. Pourquoi est-ce que sur la question de la mobilisation, les partis politiques sont en retrait, puisque vous êtes membre de l'UPR. Je ne vous demande pas de répondre au nom du parti, mais dites-moi pourquoi est-ce que les partis sont en retrait? Non, les partis ne sont pas en retrait. Les partis suivent un timing et il y a une organisation au sein des partis et une discipline. Donc, les partis sont en train de mettre en place tous les démembrements pour aller. Et puis, n'oubliez pas que nous sortons d'une élection. C'est pas facile de faire en sorte qu'on ait les maires, les députés et tout ça. Les partis ont géré ça et les partis n'ont pas fini. Parce que là, il faut aller sur la désignation des chefs quartiers. C'est fastidieux. Les partis travaillent, mais en même temps, ils se préparent pour les élections. Et c'est fort de ça que les mouvements se sont activés très rapidement pour pouvoir aider, accompagner. On se disait que les partis, c'est de grosses machines, enfin, c'est ce que voulait la réforme, et que dans de grosses machines, il y a de grosses équipes, il y a de l'intelligence à disposition, et que ça ne devrait pas être autant, je dois dire, surchargé pour qu'on pense à tout à la fois. Non, est-ce que c'est surchargé? Non, c'est pas surchargé. Ça se fait. En fait, c'est la visibilité aussi. Parce que les partis, moi, j'ai discuté avec certains hier qui m'ont touché du doigt que beaucoup de choses bougent. Et les partis veulent respecter scrupuleusement la loi, les tests. Les campagnes ne démarreront que quand les campagnes vont être ouvertes. Pour l'instant, les mouvements sont dans de la sensibilisation citoyenne. Sortez voter, sortez voter. Mais quand la campagne va démarrer, on verra tout. Justement, vous êtes dehors pour dire aux populations de sortir le 12 avril prochain. Dans quels mots, dans quels termes vous leur dites pour les convaincre concrètement? Le meilleur est pour bientôt. Ah oui? Le meilleur est pour bientôt. Et le président Patrice Talon nous a montré de très belles choses. Et il a tellement mis là-bas, autre que le raccordement, il faut savoir le faire. Et nous avons un joker, un bon joker pour la continuité. Et beaucoup de choses se feront. Et le projet de société dévoilera des secrets d'ici le week-end prochain. Et ça nous permettra de voir que le pays va changer. D'accord. On parlera en tout cas du projet de société tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que votre argument là, ça suffit vraiment pour sortir les populations, je dois dire, de leur indifférence, de leur indolence? Non. Est-ce qu'il y a eu de l'indolence? Non. Il y a eu un manque c'est l'approche qui n'a pas été très bonne. Vous savez que l'électorat est en train de se rajeunir. Et les primo-votants sont beaucoup. Et là maintenant, on ne sort pas pour aller chercher les cartes d'électeurs. L'ANIP génère directement dans la base. Donc dès que tu as 18 ans, tu es électeur. Mais les primo-votants ne savent pas. Donc il faut aller vers ces électeurs qui constituent la majorité. C'est eux qui font baisser le taux. Donc nous avons compris, on parle avec eux, il faut qu'ils sortent. Et dans les couches les plus vulnérables, il faut aussi leur parler pour qu'ils comprennent
que le sens du vote, c'est important. Donc, c'est ce que nous faisons. J'espère qu'ils vous entendent concrètement. Comment vous arrivez à les convaincre? Désolé que la question revienne. Oui. Alors que vous n'aviez pas quelque chose de tangible pour dire voici ce que notre candidat non, il y a quelque chose de tangible. Moi, j'ai pas encore tangible. Moi, j'ai pas encore c'est la continuité qu'il est question. Ah oui. C'est un projet de société, la continuité. Non, il y a du contenu à mettre tout à l'heure. Et il y a un timing pour ça. Donc, le projet de société va sortir et nous allons travailler autour. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas en campagne, nous sommes en train de travailler sur la population pour que la population sorte. C'est inquiétant qu'on aille voter et qu'on n'ait pas, pour une élection de proximité, je dis et je répète, où la population a vu, c'est mon fils qui veut être conseiller, c'est l'un des nôtres qui veut être député, et le cercle étant restreint, la circonscription définie, et les gens ne sont pas sortis. C'est inquiétant. Donc, pour les élections présidentielles, la circonscription, c'est le pays. Et là, il faut toucher les gens, il faut leur parler. Donc, c'est ce qui est en train de faire. Est-ce que les péripéties qu'on a connues depuis 2016 avec les rendez-vous électoraux ne jouent pas quelque chose, ne jouent pas un rôle dans cette Tout à fait, différence. C'est ce que je disais au départ, la réforme du système partisan a été... Au-delà, oui, on a vu des rendez-vous électoraux qui ont été difficiles. Et puis, il y a cette impression aussi, est-ce que les populations vous l'ont dit, cette impression aussi que, bon, c'est Patrice Talon A qui est en train de finir et que c'est Patrice Talon B qui va commencer le 12 avril prochain. Bon, c'est votre lecture, mais non, sinon... pas ma lecture, ce que disent les populations. Non, moi j'ai beaucoup parlé avec la population. Ce n'est pas de ça qu'il est question. La population veut de la continuité. Ils veulent de la continuité parce qu'ils ont vu de très belles choses sous le président Patrice Talon. Donc, ils souhaiteraient que ça puisse continuer. Et donc, c'est dans la continuité, dans la fièvre de la continuité que la population béninoise est. C'est quoi dans l'attente de la continuité, de la vraie. Assumer l'héritage, mais pas s'effacer. Parce que vous voyez aussi, ce qui se passe dans notre pays est inédit. Nous avons un candidat jeune. Nous allons rajeunir la classe politique et c'est un poids sur le dos de la jeunesse. Et nos mamans, nos parents nous attendent. C'est quoi la continuité? La continuité, c'est la réalisation des œuvres que nous avons su faire ensemble avec le président Patrice Talon en tête. Il faut pérenniser ses acquis. Il ne faut pas laisser tomber tout ce qu'on a si bien fait. Et pour le faire, il faut raccorder la bonne corde à l'ancienne bonne corde. La continuité, c'est aussi le serrage de ceinture. On va continuer dans ça aussi? Bon, on a assez serré les ceintures. Le projet de société va vous dire de très belles choses. Vous aviez jeté un coup d'œil sur le projet de société. Nous avons travaillé ensemble. Dites-nous deux mots là-dessus. C'est de belles choses. Et c'est dans la continuité. On va mettre l'accent sur le social. On va mettre beaucoup plus d'accent sur l'humain. Et sans oublier les autres aspects. Et il faut se développer. Il faut faire de belles choses pour la population béninoise. Il y a tellement de mouvements aujourd'hui pour appeler les gens à sortir. Est-ce qu'il n'y a pas une cacophonie justement dans tout ce qui se dit sur le terrain? Bon, moi je ne vois pas de cacophonie, je suis les mouvements et je suis ce que chacun dit. L'objectif c'est sortir les gens, soit en 15%, 80%, rien n'a changé pour l'instant. Donc je n'ai pas encore vu de mouvement qui est sorti, qui est dégamé. Donc tout le monde c'est dans cette expectative réussir à sortir le maximum de nos populations pour voter. La dernière fois on est allé au-delà des 60%. Mettons de taux de participation, je dois dire 65, 63, 65%. C'était donc à l'élection présidentielle de 2016. Depuis là, on a commencé à dégringoler. C'est, je dois dire, un travail d'Hercule qui vous attend. Hein. Tout à fait. Mais l'essentiel, ce qui est bien là-dedans, on a tous pris conscience de ça. Et quand c'est fait, parce que quand on dit le fou, le jour où il vous dit je suis fou, c'est qu'il est guéri. Donc nous avons pris conscience de ce que il y a eu un côté. Vous avez vu, je peux dire, le président Patrice Talon, il a fait quelque chose qui est propre à lui. Vous avez vu, il n'a pas trop changé son équipe. Et tout ça aussi met un peu. Et les acteurs politiques, ne sont pas contents, de lui. On a travaillé pour son élection en 2016. On a espéré être ministre. Ils sont restés ministres pendant 10 ans. Voilà. C'est pas la meilleure chose pour une gestion du personnel politique qui a travaillé pour soi. C'est ça, justement. Et tout ça a contribué. Il y a eu un manque d'engouement. Mais, puisque nous allons passer à autre chose, alors
tout le monde se lève. C'est quoi autre chose? C'est-à-dire que quand votre duo va venir, on va avoir... pas nécessairement, mais on va donner du sang neuf. On va donner du sang neuf. Tout le monde pense que la jeunesse sera la priorité. C'est une rengaine. Non, on ne va pas faire ça comme ça. C'est vrai. La jeunesse est le fer de lance de toute société. Il faut miser sur ça. Il y a de l'énergie, il y a beaucoup de choses à puiser dans la jeunesse. Mais nos aînés aussi, c'est un vivier aussi d'expérience. Il faut faire pour pouvoir maintenir le cap, pour pouvoir aller au développement et très vite. Quand on parle de continuité, généralement, ça va être ma dernière curiosité. On nous montre les routes, on nous montre les infrastructures, l'homme. Vous y avez songé? J'ai parlé de ça tantôt. On va beaucoup plus mettre l'accent sur l'homme. On va beaucoup plus mettre l'accent sur le social. On va regarder l'humain et proposer d'autres choses. Mais c'est pas qu'il faut arrêter les routes, c'est pas qu'il faut arrêter le développement. Il faut donner de l'eau, il faut donner l'électricité. Il y a beaucoup de choses qui sont dans notre projet de société et les axes et les segments sont bien définis pour que nous ne puissions pas perdre les acquis que nous avons engagés sur les 10 dernières années. Edmond Aïndé, merci beaucoup d'être passé sur la Matin. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes facilitateur département Women, de la plateforme des acteurs et mouvement qui soutiennent la candidature de Romuald Wadaï. Merci encore une fois d'être passé sur la Matin. Très bonne journée. Merci, c'est moi. Mesdames et messieurs, voici l'actualité des sports. Candide, bonjour. Est-ce que vous aviez réussi à dormir hier? J'avoue que c'était un gros coup de massue sur nos têtes hier soir. La cellule Metton qui analyse les contestations au niveau de la CAF qui a décidé de relire un peu l'appel déposé par le Maroc. Le jury d'appel donc de la CAF a annulé le sacre du Sénégal à la CAN 2025, attribuant ainsi le titre par induction au Maroc. Tanguy, 2 mois après la victoire du Sénégal en prolongation contre le Maroc, les Lions de l'Atlas sont déclarés vainqueurs de la compétition sur tapis vert par le jury d'appel. C'est ce que j'appelle tout simplement cataclysme justement sur la planète foot. D'autres diront la honte du siècle puisque ce n'est jamais arrivé. Un scénario du genre, même si la finale de l'édition 2025 de la CAN aussi s'est terminée avec un scénario inhabituel. Beaucoup avaient déjà oublié ce passage de l'histoire et les esprits se tournaient peu à peu déjà vers la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mais à ce niveau, la Fédération royale marocaine de football, au niveau de cette instance, les esprits brûlaient d'espoir et d'une décision favorable du jury d'appel de la CAF après celle du jury disciplinaire de la fête du football continental. Et bim, ce mardi, dans la soirée, le jury d'appel de la CAF a rendu son verdict à travers un communiqué au public adressé aux médias. On retient que le jury d'appel de la CAF a décidé en application de l'article 84 du règlement de la Coupe d'Afrique et des Nations de déclarer l'équipe nationale du Sénégal forfait de la finale de la CAN 2025. Le résultat étant homologué sur un score de 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football. Réuni ce mardi, le jury d'appel de la CAF a statué suite à l'appel introduit par la Fédération royale marocaine de football concernant l'application des articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations et décide de ce qui suit. La décision du jury disciplinaire de la CAF sortie au lendemain des événements de la finale est annulée. Le jury d'appel de la CAF considère que le comportement de l'équipe du Sénégal relève du champ d'application des articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations, déclarant la réserve introduite par la Fédération royale marocaine de football, il faut le dire, fondée. Le jury d'appel met en application ici l'article 84 du règlement et déclare l'équipe du Sénégal forfait pour ce match dont le résultat est enregistré sur un score de 3-0 en faveur
du Maroc. Le jury d'appel de la CAF a également statué sur l'appel introduit concernant Ismaël Saïbari, le joueur qui porte le dorsal numéro 11 de l'équipe nationale du Maroc, qui est partiellement accepté. Le jury d'appel qui confirme que Ismaël Saïbari s'est rendu coupable d'un comportement fautif en violation des articles 82 et 81. Ismaël Saïbari et qui voit donc sa décision, sa sanction révisée à une suspension de 2 matchs officiels de la CAF, dont un avec sursis. L'amende de $100,000 US infligée donc à ce joueur est annulée. L'appel relatif à l'incident impliquant les ramasseurs de balles est aussi accepté. Le jury d'appel confirme la responsabilité de la Fédération royale marocaine concernant le comportement des ramasseurs de balles lors du match de cette finale. L'amende infligée à la Fédération royale marocaine pour cet incident est réduite à $50,000 US. L'amende de 100,000 infligée donc pour cet incident est confirmée. L'appel relatif à l'incident du laser est partiellement accepté et l'amende infligée à la Fédération royale marocaine pour cet incident est réduite à $10,000. Toutes les autres demandes sont rejetées. On va d'abord parler de ces différentes réactions. La pluie des réactions qui est tombée entre cette décision et ce petit matin, vous l'avez vu tout à l'heure. La réaction du Maroc, eh bien, à travers un communiqué officiel, la Fédération royale marocaine tient à rappeler que sa démarche n'a jamais eu pour objet de contester la performance sportive des équipes engagées dans cette compétition, mais uniquement de demander l'application du règlement de la compétition. La fédération réaffirme son attachement au respect des règles et à la clarté du cadre compétitif et à la stabilité des compétitions africaines. Elle tient enfin à saluer l'ensemble des nations ayant participé à la CAN au royaume chérifien, qui a constitué un moment majeur pour le football marocain. Tanguy, cataclysme sur la planète du football africain. Le jury d'appel de la CAF qui décide d'attribuer le titre au Maroc 2 mois après donc la victoire des Lions de la Teranga du Sénégal à l'étape des prolongations devant les Lions de l'Atlas. Et à la surprise de tous, faut-il dire, j'avoue que c'est la dernière chose à laquelle moi je pensais, parce que tout le monde avait fini par croire que le sujet était rangé. Mais ce qui est curieux, c'est parce que le Sénégal a porté plainte ou le Nigeria a porté plainte au sujet justement des différents incidents qui ont émaillé, je dois dire, la demi-finale ou la 3e place, etc. Pendant cette CAN-là. Mais sur le sujet, j'ai pas eu de réaction justement de ce jury-là, ce qui est assez curieux parce qu'on a allégé pratiquement toutes les peines de tous ceux qui sont, ma foi, marocains et qui sont impliqués dans des incidents qui ont été portés devant justement l'instance. Ça a été vraiment curieux, j'avoue. Et là-dessus, si vous me permettez, je vais donner peut-être la parole à Memo Couton, qui est notre consultant traditionnel, notamment en matière de sport, lui aussi qui tombait nu hier quand la décision est sortie. Memo Couton, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est bon, vous êtes revenu sur terre après le coup, là-dessus? Finalement, je suis descendu et même si je n'ai rien compris, je suis revenu sur terre pour mieux analyser et entendre d'autres sons de cloche. Peut-être ça va m'aider à mieux comprendre cette décision aussi ridicule que loufoque. Alors, mais pour première réaction, quelle est votre analyse justement de cette décision-là? Donc je pense que c'est ridicule, comme je viens de le dire, c'est une décision ubuesque. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas 2 mois après, je dis bien 2 mois, si c'est 10 jours, on peut comprendre. Mais 2 mois après, on ne peut pas revenir sur une telle décision. C'est vrai, ils ont fait appel, parce que c'est le jury d'appel de la CAF qui a rendu une telle décision. Mais si 2 mois après, vous le disiez tantôt dans votre introduction, vous revenez sur une telle décision et vous allégez complètement toutes les peines qui étaient infligées en première instance par le jury disciplinaire au Maroc, c'est que ça prouve réellement que le Maroc, et comme il le dit dans son communiqué pour dire qu'il félicite, qu'il ne veut pas nuire ou bien déteindre la performance sportive des équipes, ça veut dire réellement que le Maroc ne veut pas reconnaître la performance sportive. Parce que on ne peut pas comprendre que oui, jury disciplinaire. Moi, je vous explique simplement les articles 82, 83 et 84 qui sont en train de brandir. Je pense que cet article
ces articles ne valent même pas. Comment cela ne vaut pas, Memo? On sait qu'à un moment donné, les Sénégalais ont quitté le terrain, qu'ils ont paralysé le jeu pendant une bonne dizaine de minutes, qu'on s'est interrogé un peu sur ce qui va se passer, qu'il y a eu des propos même agressifs, etc., que c'était son rentrée carrément au vestiaire aussi. Et l'article 82 dit clairement, justement, quand vous aviez fini de choisir de quitter le terrain, c'est que vous perdez sur tapis vert. Malheureusement, ils ont choisi de quitter le terrain, la pelouse verte, à un moment donné. Et ils sont revenus. C'est ça qui... En fait, l'erreur, si vous voulez appliquer ça, et je vous dis, c'est l'arbitre de la partie qui devait peut-être déclarer la fin de la partie parce que le Sénégal était sorti du terrain. Mais l'arbitre est resté là, spectateur, comme tout le monde entier, comme téléspectateurs, comme le quota du football mondial, tous ceux qui étaient les invités du match, le roi, tous ceux-là. Et donc, ils ont ramené, je vais dire avec toutes les interventions, les Sénégalais sont revenus sur le terrain. C'est après leur retour sur le terrain que Ibrahim Diaz a tiré sa panenka et a raté. Donc le match est allé à son terme. Le match, ils ont fait les prolongations. Et c'est après tout cela qu'il y a eu match et qu'il y a eu jeu, qu'il y a eu but. D'où je dis que les articles 82, 83 et 84 qui sont en train de citer, ça ne tient plus la route. Si après leur sortie, ceux qui sont allés au vestiaire, ceux qui ont pris le téléphone, qui ont fait tout ça là, si c'est en ce moment, il n'y a plus match, je peux comprendre. Mais là, il y a eu match. Il y a eu une cassure à un moment donné. Il y a eu un arrêt de 10 minutes. Mais du moment où ils sont revenus, ça veut dire que l'article 82 n'existe plus. On peut faire toujours le débat, étant donné que justement en situation, l'arbitre a été peut-être submergé par la pression, par les propos des joueurs, etc. Et certainement pour sauver l'image de la finale, on a dû certainement laisser le jeu reprendre. Et ça peut être en défaveur, sinon à côté justement de ce que disent les tests. Et là-dessus, le jury a fondé pour dire, ici, vous n'avez pas respecté les tests. Tanguy, je vous dis, si ce que le Sénégal a présenté à la face du monde à travers leur attitude, si ce qu'ils ont fait est dangereux, je veux dire, si ce qu'ils ont fait détruit l'image du football, cette décision du jury d'appel détruit encore plus. Je vous dis simplement, selon moi, c'est une décision. Sinon, cette décision, c'est une arme nucléaire à destruction massive qu'ils ont et qui viennent de fabriquer. On va pas exagérer, hein, mais non, ce n'est pas de l'exagération parce que ça va compter pour une jurisprudence. Et demain, comme je me suis amusé de commenter cette décision, je dis alors là, le Bénin peut aujourd'hui réclamer logiquement le pénalty non sifflé contre le Congo au premier match. Tout à fait. Et donc, si tout le monde peut se lever, Tanguy, si après un match, alors que le résultat acquis sur le terrain a toujours été la chose la plus acceptée par tout le monde. Si après un match, après un résultat, tout le monde peut ester, tout le monde peut dire par rapport à ce carton rouge, par rapport à ce coup de poing, par rapport à ceci, par rapport à ceci, je demande à ce que la CAF ou bien un jury, l'instance la décide, et donc on me donne les points. On n'aura plus mais moi, vous nous donnez beaucoup d'idées. Hein. Il faut vraiment qu'on écrive à la Fédération béninoise pour annuler justement la victoire de l'AR des Congo face au Bénin. Je vais retourner la parole à Candide pour nous dire la réaction des Sénégalais à l'annonce de cette décision. Oui, quelques heures après donc cette décision, la Fédération sénégalaise de football qui a sorti un communiqué et qui, avec lequel il dit avoir pris connaissance de la notification de la décision du jury d'appel rendue publique et bien entendu par la Confédération africaine de football dans le cadre de l'affaire. Et donc cette procédure fait suite à la plainte formulée lors du match 52 de la Coupe d'Afrique des Nations et par cette décision a justement rappelé la décision du jury d'appel. Et bien sur ce communiqué, on rappelle que la Fédération sénégalaise de football dénonce une décision unique sans précédent et inacceptable qui jette le discrédit sur le football africain pour sa défense de ces droits, pour la défense de ces droits et des intérêts du football sénégalais. La fédération engagera dans les plus brefs délais une procédure d'appel devant le tribunal arbitral du sport
à Lausanne. La fédération sénégalaise qui réaffirme donc son engagement indéfectible envers les valeurs d'intégrité et de justice sportive et tiendra donc le public informé des suites données à cette affaire. Alors, selon vous, Candide, quelle pourrait être l'arme que pourra utiliser justement le Sénégal pour se faire rendre justice? Ben moi, lorsque j'ai lu la décision hier, déjà dans mon mail, parce que tout de suite, la décision a été rendue publique, nous, journalistes inscrits sur la plateforme de la CAF, on a reçu la notification dans nos mails. Lorsque j'ai lu la décision, je me suis dit tout de suite que cette affaire ira tout droit au tribunal arbitral du sport. Et là, c'est chose qui a été notifiée dans le communiqué de la Fédération sénégalaise de football. Moi, je pense aujourd'hui qu'on peut pas attendre 2 mois pour sortir cette décision. Et là, la Confédération africaine de football, vous l'avez rappelé, vient de donner une certaine jurisprudence pour justement ces différentes situations qui pourraient se succéder au niveau du football africain. Et là, ça ne donne pas forcément une bonne image pour le football africain. Et je m'en vais justement aller sur cette réaction de Claude Leroy, un technicien ou une personne qui connaît assez bien le football africain, qui dit qu'il pense qu'il y a eu plein de magouilles pour décider que le Maroc est champion. C'est pitoyable pour l'image que donne la CAF. On a comme l'impression que le Maroc peut tout se permettre et c'est à cela qu'on assiste. Le Maroc qui, sur toute la période, a insisté, on va même dire, a forcé la main pratiquement au jury d'appel de la Confédération africaine de football pour quand même sortir cette décision. Et sur toute la ligne, on voit que les différentes sanctions ont été allégées et justement le cataclysme, le titre qui est attribué au Maroc sur tapis vert. On a oublié un détail. Certes, le règlement dit que si une équipe quitte sur le terrain, blablabla et tout ça, on a oublié un certain aspect, mais moi l'a rappelé tout à l'heure. Les joueurs sont revenus sur le terrain. L'arbitre n'a pas sifflé la fin du match et le match est allé au bout. Brahim Diaz a raté son penalty. Après, les équipes sont allées à la séance de prolongation et c'est là qu'il y a eu le but et la victoire du Sénégal. Les Sénégalais sont revenus sur le terrain. Donc, il y a cet aspect que certainement le jury d'appel a peut-être omis, ou plutôt que le Maroc a forcé le jury d'appel à fermer les yeux là-dessus. Mais écoutons les Sénégalais qui ne sont pas contents, d'accord, mais ont-ils aujourd'hui une arme pour peut-être se faire rendre justice? Oui, et Tanguy, il y a le tribunal arbitral du sport à Lausanne qui quand même a déjà connu des cas similaires, même si ce n'est pas pratiquement la même chose. On se rappelle de ce match-là entre l'Espérance de Tunis et le Wydad Casablanca où les Marocains n'étaient pas venus, ils n'ont pas joué le match. Et puis, oui, la CAF, je crois, si je me rappelle bien de cette décision, la CAF disait que le match devait être rejoué. Oui. Et les Tunisiens sont allés au TAS et puis le TAS a donné raison pour dire que c'est un match gagné sur tapis vert, d'autant plus que les Marocains n'étaient pas venus jouer. Il faut dire que les Marocains sont partis parce qu'il y avait une défaillance technique, justement. Ouais, on refuse pas. Ils sont partis parce qu'ils sont là, on a vu ils ont quitté le terrain. Vous comprenez un peu? Si on dit oui, ils sont partis pour une défaillance technique, oui, mais les autres sont restés. Quand bien même il y a la défaillance technique, on a eu des matchs à la carte. Je vous ai parlé tout à l'heure de notre match contre le Congo où il y a la défaillance technique. On devait avoir notre penalty. On s'est vu la passe alors. Et donc je pense que ils ont raison. Ils iront au TAS et ils vont avoir raison. Parce que je pense que la victoire sur le terrain, le résultat acquis sur le terrain, le TAS en a toujours fait, je vais dire une priorité, quel que soit ce que vous faites, quel que soit ce qui arrive. Si ce n'est pas des histoires liées véritablement à l'identité où on voit qu'il y a vraiment de la triche, le TAS ne va jamais accepter. Parce que là, comme je viens de le dire, si jamais le TAS, au regard de ces articles, qui ont perdu tout fondement, qui ont perdu toute valeur, qui est attribué par les articles 82, 83 et 84 de la compétition, je pense que si le TAS se basait sur ces articles et allait dans le même sens que la CAF, c'est là l'imposition même de la bombe nucléaire de destruction massive dont je parlais tout à l'heure que la CAF a instauré, et ça va détruire beaucoup de choses parce que ça va ramener beaucoup de
choses. Et comme le disait Candy tout à l'heure, comme le disent tous ceux qui expliquent et tous ceux qui sont en train de commenter cette histoire, je pense qu'aujourd'hui, la CAF s'est étalée pour le Maroc et le Maroc se plaît de faire ce qu'il veut. Et au-delà de ça, le Maroc a toujours été présent. Dès que la CAF est un peu en difficulté pour ce qui est de l'organisation des compétitions. Et au-delà de ça, quand vous avez quelqu'un qui vous vient en aide tout le temps, quand vous avez quelqu'un qui vous met à votre disposition ces installations, ces équipements, etc., pour vous permettre de tenir des rendez-vous que vous êtes censé avoir les moyens de tenir, mais que vous ne réussissez pas à tenir en temps et en heure, quand vous avez quelqu'un qui accueille une si grande fête avec beaucoup d'investissements jusqu'à cette hauteur-là, vous êtes bien tenu par ce que dit la personne. Tanguy, je vous dis, si c'est pas parce que vous m'aidez à tenir mes rendez-vous, c'est pas parce que vous me donnez votre hospitalité, vous me donnez pratiquement votre bureau, vous êtes là, dans votre frigo, vous remplissez à chaque fois que je vais avoir un rendez-vous, vous me laissez votre bureau, vous me laissez même votre véhicule, votre sécurité à ma disposition, vous me donnez tout ce qu'il faut, et un jour vous vous réveillez pour dire que, excusez-moi, que vous avez besoin de mon épouse pour satisfaire vos besoins et que moi je vais vous la donner. Je dis non, c'est un truc du genre carrément. Et ce que je vous dis, c'est que c'est d'ailleurs le résultat de la forte politisation du football mondial. C'est la forte politisation du football. On se rappelle encore dans un passé très récent que le football n'aime pas l'implication de la politique. On se voyait, la FIFA tapait rapidement sur les doigts, sur ces fédérations, les suspendait après pour implication, ingérence du gouvernemental. Mais aujourd'hui, on a vu sous, comment il s'appelle, le Suisse, pas Moussépé, je vais parler, Gianni Infantino, on a vu que lui, c'est pratiquement la lune de miel entre le politique, ou bien les politiciens et lui, et on comprend aisément. On a vu quelqu'un qui, on ne sait pas, au détour d'une imagination de 4 heures du matin, qui se lève pour donner le prix Nobel de la paix, ou bien comment il s'appelle, l'homme de la paix, il va donner ça à Donald Trump. Et on a vu les résultats aujourd'hui. On a vu aujourd'hui que la CAF s'est abaissée pratiquement pour c'est un titre honorifique, mais bon, on va pas en fait. On ne refuse pas. On ne refuse pas. Vous savez, il y a tout ce que nous faisons dans la vie qui a ses impacts. Et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. On donne un titre honorifique, même si les titres honorifiques, on sait que pour les donner, il faut se baser sur vraiment beaucoup de choses. Et voilà, et ce titre honorifique, le gars fait tout le contraire de ce que ça doit être. Ça veut dire que donc je dis, quand vous prenez la CAF également, c'est la même chose. Mostépé qui s'aligne aujourd'hui et qui s'abaisse devant le Maroc, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que ça va donner une image. Et je l'avais dit précédemment, si ce que le Sénégal a fait est mauvais, ce que ce jury disciplinaire et la CAF ont fait hier c'est catastrophique. Est encore 10 000 fois plus mauvais et catastrophique. Oui, Candide, je disais, quand on voit comment le Maroc est au service du football africain, est au service de la CAF, pourquoi est-ce qu'on est dérangé que le Maroc demande, je dois dire, de la reconnaissance en retour? Ben ça, on n'appelle pas ça de la reconnaissance. C'est de la reconnaissance. Non, du tout pas, je ne suis pas d'accord avec vous là-dessus. On n'appelle pas ça de la reconnaissance. Ça ne donne pas une bonne image en fait du football africain. On a tendance à croire qu'au niveau du football africain, il y a peut-être 2 poids 2 mesures. Le football maghrébien, encore que le Maroc ne s'entend pas forcément avec les pays aux alentours, notamment l'Algérie et l'Égypte et tout. Le Maroc a une certaine main mise sur les décisions et tout ce qui se fait au niveau de la Confédération africaine de football. Et là, on a encore la preuve avec cette décision du jury d'appel. La décision du jury disciplinaire imposait un certain nombre de sanctions. Ces sanctions, la Fédération royale marocaine est allée en appel, à contester à la limite cette décision pour aller en appel à cette décision-là. Et le jury d'appel, avec justement tout ce qui s'est passé dans la coulisse, on n'était pas forcément là, tout ce qu'il y a eu comme tapage, tout ce qu'il y a eu derrière, et là la décision du jury d'appel sort pour
alléger d'abord toutes ces sanctions et offrir le sacre au Maroc. Ça ne donne pas une bonne image pour le football africain qu'on aime si tant et qui apporte toute cette joie à toutes ces personnes-là qui adorent le football. Mais écoutons, je vais vous laisser partir, mais une curiosité, ça va être en 30 secondes. Comment voyez-vous l'issue de cette affaire-là? Ça va créer encore plus de polémiques et beaucoup plus de dissensions entre notamment les deux pays qui sont quand même des pays frères. Je vais parler du Maroc et du Sénégal, parce qu'il y a un lien séculaire entre ces deux pays. Il y a même il y a plein de choses. Il y a une histoire pratiquement d'amour. Et pour ceux qui... Mais la récente condamnation des supporters sénégalais au Maroc va pas non plus arranger les choses, hein? Et je vous dis même, il y a 3 jours, c'était le lundi, il y a l'adhésion et l'appel, et les avocats des supporters sénégalais, l'appel avait commencé, l'audience avait commencé, mais leurs avocats avaient demandé à la Cour de leur permettre d'aller mieux préparer leur défense, et puis patatras, le lendemain, on sanctionne encore beaucoup plus. Donc je pense que ça va créer beaucoup de polémiques, ça va créer encore beaucoup plus, il y aura encore beaucoup plus de dissensions entre les deux pays qui se disent entre griffes, pays frères, et ça va créer un clivage de méfiance ça va planer. Je pense que ce n'est pas bien. Et le football a ce qui est de plus cher, c'est-à-dire réunir les gens et non diviser. La passion, oui, mais l'esprit premier du football, c'est de réunir les gens. Mais on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'interférations qui font que le football ne réunit plus, mais que le football divise. On a vu l'Iran et les États-Unis, lors d'une Coupe du Monde, fumer le calumet de la paix parce qu'ils étaient dans le même groupe. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe, on a vu que l'Iran a décidé de ne plus se présenter et à la prochaine Coupe du Monde, parce que notamment cette Coupe du Monde va se jouer aux États-Unis, et également les deux se retrouvent dans la même poule. Donc vous voyez un tout petit peu le football, on doit tout faire pour sauvegarder ce qu'il a de plus cher, c'est-à-dire réunir les nations. Le jeu ne doit jamais être, l'enjeu ne doit jamais prendre le dessus sur le jeu. Malheureusement, la CAF et le Maroc aujourd'hui sont en train de nous montrer que en griffe, si le Maroc n'était pas déclaré vainqueur, et qu'il y aurait la fin du monde. Malheureusement, et on a constaté avec la joie dans les rues de Casablanca et d'autres villes du Maroc, je comprends aisément que les Marocains sont de vrais, sont de vrais meilleurs mauvais perdants, et ça n'arrange rien. J'avoue que je n'ai pas suivi cet épisode de cette volée de l'actualité. Ils étaient vraiment contents dans les rues. Oui, ça casse dans les rues et puis ça siffle, ça circule, tout comme ils ont gagné, je vous dis, ils ont gagné devant justement le jury d'appel, donc ils ont gagné. Mais beaucoup de temps, merci beaucoup, très bonne journée à vous. Mais c'est le début, c'est le début d'une longue saison, c'est le début d'un long épisode qui ira jusqu'au tribunal arbitral du sport, donc il faut s'attendre à toute une série de scénarios qui pourraient arriver après donc cette décision du jury d'appel. On a déjà vu la réaction de la Fédération sénégalaise de football qui entend porter l'affaire jusqu'au TAS, et bien on va suivre ce dossier de très très près, tout le temps que cela va durer. Tant qu'on va passer maintenant à ce qui est loin de ce qui a fait couler beaucoup d'encre et de salé sur le continent. Allons maintenant en Europe pour parler de la manche allée de la Ligue européenne des champions qui a pris son envol hier. On connaît désormais les premières équipes qualifiées pour l'étape des quarts de finale. Mais avant, parlons des résultats d'hier. Le Sporting Club du Portugal, Tanguy, on va dire la remontada de cette année qui, après sa défaite 3-0 au match aller devant l'équipe de Bodo Glimt, s'impose au match retour au bout d'un score de 5-0 après les prolongations 3-3 à l'issue du temps réglementaire qui menait déjà les deux équipes à égalité. Et bien, les deux équipes sont allées à l'étape des prolongations et le Sporting Club a ajouté 2 buts à son compteur puis s'impose finalement par un score de 5-0 à son homologue de Bodo Glimt pour s'offrir son ticket pour les quarts de finale. Le Paris Saint-Germain, après sa victoire 5-2 au match aller, s'offre une nouvelle victoire lors de son déplacement en Angleterre devant l'équipe de Chelsea 3-0. Le Real de Madrid, après sa victoire à domicile 3-0 au match aller, s'offre une nouvelle victoire
bien entendu en Angleterre 2-1 hier et puis 1-1 à l'aller. Arsenal s'offre une victoire 2-0 pour la manche retour devant l'équipe du Bayer Leverkusen. Et pour les premières équipes à être qualifiées, on a l'équipe du Sporting Club de Portugal, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et puis Arsenal. Tanguy, on a vu il y a une seule remontada pour le compte de cette étape des huitièmes de finale à l'heure actuelle, après donc les 4 premières rencontres déroulées pour le compte de la manche retour. Le Sporting Club du Portugal qui s'offre son ticket aux dépens de Bodo Glimt. Oui, il faut dire que l'équipe de Bodo Glimt a déçu hier par sa prestation repliée sur elle-même avec des pertes de balles, difficilement à aligner de passes, etc., à conserver le ballon. Les relances étaient compliquées, le gardien de but qui se débrouillait tant bien que mal et qui a sauvé quand même sur un certain nombre de balles, qui a sauvé son équipe, même si c'est des sauvegardes qui n'auront servi finalement à rien parce qu'ils ont finalement concédé 5 buts sur la rencontre. Mais on a quand même vu une équipe courageuse pendant, je dois dire, cette campagne, la Champions League. Et pour cette expérience, je crois qu'ils ont été quand même, je dois dire, très exemplaires. C'est vrai que ça s'est mal terminé, 5-0 sur un match. J'avoue que c'est beaucoup, surtout quand on parle de Champions League. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment eu, je dois dire, une conception tactique de préparation de ce match. Il n'y a pas eu certainement beaucoup de discussions autour de comment est-ce qu'il fallait aborder la rencontre, même avec les 3 points d'avance. C'était bien dommage. L'autre rencontre aussi qui, ma foi, a été aussi décevante, c'est la rencontre Chelsea-PSG, soldée aussi par cette large victoire je dois dire, des Parisiens. On ne s'attendait justement pas, je dois dire, cette efficacité du club de la capitale française, parce qu'on a vu un peu le match à l'aller et on s'est dit que ça va être un peu compliqué pour eux de conserver en tout cas le score tel que c'est à l'aller. Mais heureusement pour eux et pour Luis Enrique, je crois que son style de pressing est constant à payer, même si Chelsea a essayé de garder la tête sur les épaules, cela lui a coûté beaucoup cher. Et le Real Madrid qui s'offre une nouvelle victoire face à l'équipe de Manchester City qui, sur la deux confrontations, c'est tant bien que mal mélangé les pédales. Oui, absolument. Il faut dire que maintenant, on s'était attendu justement à un match qui soit proprement disputé. D'ailleurs, les principaux acteurs se sont lancés des pics à la veille de la rencontre pour dire que ça va être vraiment, je dois dire, un match très accroché. Finalement, oui, vous l'aviez dit, on s'est beaucoup mélangé les pédales, mais le résultat est là. Et ce qui a beaucoup plus pénalisé l'équipe de Manchester City hier, c'était ce carton rouge. Je crois que c'était mérité, parce que quand on voit un peu le mouvement de bras de Bernardo Silva, c'est vrai, il avait les mains nouées derrière, mais il a dû faire un geste pour sortir et élargir de la superficie de son corps, ce qui, ma foi, est puni par le règlement du football. Et je crois que c'est bien sifflé, il a empêché le but de rentrer, carton rouge et puis penalty. Moi, j'avais à cet instant précis compris que le match était plié. Parce que City n'a vraiment pas les ressources en matière d'attaque, etc. pour remonter la pente. Surtout quand on voit que certains sur qui on pouvait compter pour l'efficacité devant les buts ont été vraiment absents et alors là, vraiment transparents. C'est ça. Pour cette manche retour, 4 autres matchs seront au rendez-vous ce soir à partir de 18h45. La première affiche, le FC Barcelone qui s'est allé arracher le point du nul devant l'équipe de Newcastle au match aller, reçoit dans son entre les Anglais ce soir à partir de 18h45 à 21h. L'équipe de l'Atlético de Madrid qui s'est offert une large victoire devant Tottenham sera en déplacement justement sur le terrain des Spurs à partir de 21h. À la même heure, Liverpool, après sa défaite 1-0 au match aller, va recevoir dans son entre les Turcs de Galatasaray et puis le Bayern de Munich. Tanguy va recevoir l'équipe de l'Atalanta Bergame à la même heure, 21h00. Oui, certainement. J'imagine que le match qui va retenir votre attention, c'est le Barça de Castel. Évidemment. Qui est fan du football
football du Barça. Il est évident que sur papier, justement, les Barcelonais partent favoris. Mais attention, il y a un piège. Parce que les Anglais n'ont plus rien à perdre, en fait. C'est ça. Et quand on n'a rien à perdre, on peut jeter ses ultimes forces dans une bataille qui, a priori, n'est pas à sa hauteur. Et ça peut donner ce que ça peut donner. Donc, surtout quand on a vu un peu l'équipe de Newcastle à l'aller, avoir eu beaucoup de chance. Un but marqué à la 86e. Oui, mais n'avoir pas concrétisé surtout. Beaucoup d'occasions, je vous l'ai dit, mais n'avoir pas concrétisé. Et d'avoir eu aussi, mettons, je dois dire, le mérite d'avoir épuisé l'équipe du Barça, parce que dans les 10 dernières minutes, c'était vraiment, je dois dire, une équipe barcelonaise submergée par les attaques, et qui perdait au milieu, qui perdait sur les flancs, qui n'arrivait vraiment pas à imposer un rythme à la rencontre comme on le connaissait. Donc ça va être vraiment très disputé, mais il y a quand même que Barça part avec un léger avantage, celui de jouer à domicile par exemple, celui d'avoir eu le temps de se reposer, parce que dimanche, quand ils ont joué en Liga, ils ont fait reposer certains nombres de cadres, donc ça va permettre de redonner un peu de souffle justement à cette équipe-là. Et Liverpool qui a perdu 1-0 à l'aller. Devra se venger, parce que je crois que ça doit être c'est le dernier, non? Oui, la dernière équipe qui reste en compétition avec Newcastle jusqu'à ce niveau-là, parce qu'on a eu l'élimination de 2 équipes anglaises hier. On va espérer que, bon, avec Liverpool, on ait la chance de garder encore une équipe anglaise de la compétition jusqu'à... Et ils en ont les moyens, hein, même si on peut continuer à réfléchir sur leur efficacité. Galatasaray leur a posé un problème à l'aller. Et une vraie surprise, hein, avec beaucoup de moments intéressants lors de la rencontre. À 21h pour cette rencontre entre Liverpool et Galatasaray, tout comme les rencontres Tottenham, Atlético de Madrid, Bayern, Munich, Atalanta, Bergame. À 18h45, on va assister à la rencontre entre le FC Barcelone et l'équipe de Newcastle. Allez, on va revenir maintenant au plan national pour aborder le tirage au sort de la Coupe du Bénin qui a été effectué ce mardi au siège de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Après donc ce tirage au sort, les différentes équipes qualifiées sont connues. Mais avant, on parle très rapidement de ces nouvelles têtes qui ont rejoint la sélection nationale, comme vous le voyez à l'image. Michel Boni de Brentford, il est attaquant, né le 28 mars 2008 et du haut de son 1m86, possède 3 nationalités, la nationalité anglaise, ivoirienne et celle béninoise. Formé dans un premier temps du côté de Leicester FC, Michel Boni a poursuivi sa progression en rejoignant en juillet 2024 l'académie de Brentford, où il évolue actuellement avec les équipes de jeunes. Cette saison, il a disputé 8 matchs, 7 avec les U21 et 1 avec les U18, et inscrit 4 buts pour un temps de jeu de 314 minutes. Michel Boni est un jeune avant-centre prometteur, doté d'un profil moderne et d'un vrai sens de but. Il possède une particularité rare. Malgré l'intérêt de nations majeures comme la Côte d'Ivoire et la France, le jeune attaquant a très tôt fait le choix de porter les couleurs du Bénin, pays d'origine de sa mère. C'est lui par le projet sportif porté par Raymond Tchanier, le sélectionneur des Guépards U20 et le sélectionneur Michel Boni franchit aujourd'hui une étape importante de sa carrière. Il est convoqué pour la première fois avec les Guépards et pourrait honorer sa première sélection lors des matchs amicaux face à la Palestine et à la Guinée en fin de mois de mars, notamment les 27 et 31 mars prochains. Sans froid devant le but, mobilité et marge de progression, il faut dire, Michel Boni a sa touche particulière. La nouvelle tête est aussi un attaquant, vous allez le voir sur l'autre image. Et figurez-vous, il est l'actuel meilleur buteur de la Ligue 1 béninoise. Eh bien, l'attaquant de l'ASPAC a été appelé pour la première fois avec les Guépards à l'occasion de la fenêtre FIFA de ce mois de mars 2026. Eh bien, il était à la précédente édition du tournoi UFOAB des moins de 20 ans avec les Guépards U20, avec à la tête de l'encadrement technique le sélectionneur Raymond Tchanier. Actuel meilleur buteur de la C10 Ligue 1, Saïd Ngobi est récompensé pour son excellence de la première partie de la saison et son efficacité devant les buts dans le championnat béninois, où il aura inscrit
à la date d'aujourd'hui 10 buts au total en 20 apparitions cette saison. Allez, on va revenir maintenant au plan national. Je vous l'annonçais un peu plus tôt, la Coupe du Bénin 2026, la Coupe du Bénin, cette compétition nationale qui fait son retour après 6 années d'interruption, où la dernière édition s'était tenue en 2019 avec le sacre de Esaü Football Club devenu l'Autopopo, et une compétition qui était entre-temps bien entendu ouverte à toutes les équipes et dont le champion accédait aux éliminatoires de la Coupe de la Confédération. Mais aujourd'hui, les règlements de la compétition décide autre chose, puisqu'à l'issue de cette édition, le vainqueur ne pourra donc que bénéficier de son trophée et non d'une qualification pour les éliminatoires de la Coupe de la Confédération. On va suivre ici le secrétaire général de la Fédération béninoise de football, Claude Paki, à ce propos. En principe, ça devait être qualificatif. En principe. Mais le règlement du championnat professionnel a prévu autre chose. Et la suite, ce serait une décision politique. Ce serait une décision du président de la Fédération béninoise de football et de son comité. Parce que le comité peut revenir sur les dispositions prises dans le règlement du championnat pour que ce soit le champion seul qui soit qualifié. Et du fait qu'on vient, où on a pensé organiser la Coupe du Bénin, on peut dire que son vainqueur aussi sera qualifié. Ou encore, on peut dire, bon, on laisse ce qui est déjà prévu par le règlement du championnat professionnel et qu'on prévoit les trophées et les enveloppes pour peut-être les 4 premiers, disons, le finaliste, le vainqueur, le finaliste malheureux, le 3e et le 4e. Tout ça là, c'est du pouvoir discrétionnaire du comité exécutif et de son président. On va finir donc par les différentes affiches du premier tour de la Coupe du Bénin 2026. Après donc le tirage au sol, les 28 équipes qualifiées qui se sont inscrites pour participer à cette édition sont fixées. Abeille va défier au premier tour l'équipe de Coton Football Club. Les Buffles du Borgou vont défier leurs homologues de Jefa Football Club S. Elisport va défier Beke Football Club. Ainovi FC va disputer les unités avec l'équipe de l'USS Krakeboa Football Club a disputé le ticket qualificatif au tour suivant avec l'équipe de l'Asvo. Dragon Football Club sera face à l'équipe de l'AS Léopard. L'US Baboni va défier Banigansé. Et puis sur la deuxième partie du tableau, Ayema Football Club va affronter l'équipe de l'AS Okutales. Soumemap va affronter l'équipe de l'ASPAC. L'Autopopo Espoir pour accéder au tour suivant. La jeunesse athlétique de Misrete va défier l'équipe de Dynamo FC d'Abomey. Énergie Football Club sera face à CFS. Les Hurricanes de l'Atlantique vont défier les homologues de l'US Cavalier. Et puis Audio Football Club sera face à l'équipe d'Aziza Football Club. On aura assez parlé sport ce matin. Oui, merci beaucoup pour ces moments assez intéressants. Passer avec vous à faire le tour d'horizon de l'actualité sportive ce matin. Je rappelle que la principale information, c'est justement cette décision du jury d'appel de la CAF qui attribue la victoire de la finale de la dernière CAN au Maroc, en retirant justement celle-ci au Sénégal qui avait remporté la partie 1-0 sur le terrain. Allez, bonne journée. Bonne journée à vous, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, prenez soin de vous. Et surtout, bonne fête, non, entre-temps, si vous êtes musulman, pour la fête, mettons, de Ramadan. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, voici maintenant la rubrique économie.
si vous avez acheté du ciment ces derniers temps ou avez essayé de l'acheter, vous l'aurez certainement remarqué. Le prix s'est envolé. Constat de Jacques Degbé aussi, notre spécialiste économie sur Actu Matin, qui a d'ailleurs accepté de nous en parler ce matin. Il a décroché notre téléphone. Jacques, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour Canada. Alors, le ciment qui a pris du prix, comme vous nous l'annonciez, tantôt réellement sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la situation? Oui, Tanguy, c'est une augmentation de l'ordre de 10 000 francs CFA sur le prix de la tonne de ciment qui était livrée à 92 000 francs CFA ici à Saramou. Aujourd'hui, entre 100 et 102 000 francs CFA étaient tombés concerne toutes les catégories de ciment, que ce soit STB, la page, immobilier ou l'OCD. Les augmentations sont constatées partout dans tous les magasins de vente de ciment ici dans la cité des Coraux. Nous avons fait le constat, nous avons fait le tour de plusieurs magasins. Le constat, il est le même partout. Cette inflation s'observe dans ces magasins de vente. Et justement, les raisons, est-ce qu'on les a identifiées concrètement? Oui, justement, cette question, nous l'avons posée aux propriétaires de ces magasins. On a essayé de comprendre. Ils nous ont avancé plusieurs raisons. La principale raison, c'est l'augmentation du prix du carburant, le gasoil, qui pourrait augmenter du prix. Mais vous savez, au niveau de la pompe, au niveau des stations-service, il n'y a pas une variation du prix du gasoil, mais on sait aussi qu'il y a des circuits informels, des circuits parallèles qui sont souvent utilisés par ces promoteurs-là, en tout cas ceux qui sont dans le commerce. Est-ce que c'est là-bas que le prix du gasoil a augmenté? Il faudra véritablement vérifier cela. Mais ils ont dit que le prix du carburant a augmenté sur le terrain, et quand le prix du carburant augmente, eh bien, ils sont obligés d'ajuster cela au niveau du ciment. Il parle également de pénurie sur le terrain, déséquilibre entre l'offre et la demande. En termes clairs, c'est dit qu'actuellement, il y a une forme de sous-production du ciment sur le terrain. Il n'y a pas assez de ciment. La demande est beaucoup plus élevée que l'offre. Vous connaissez bien cette loi en économie qui dit quand la demande est plus forte que l'offre, évidemment les prix augmentent. Mais à cela, il faut aussi ajouter la spéculation qui s'observe sur le marché. Vous savez, quand il y a de ces situations, beaucoup de commerçants, beaucoup d'opérateurs économiques profitent très souvent pour pratiquer la spéculation. Et c'est également cette raison qui a été avancée sur le terrain. Cette spéculation fait qu'il y a augmentation des prix. Et donc, on est à plus d'environ 10 000 francs, disons, 10 000 francs le prix supplémentaire, le prix habituel qui était pratiqué sur le marché. C'est pratiquement une augmentation de 10% sur le prix initial. Mais est-ce qu'il faut espérer un retour à la normale très rapidement? Oui, il faudrait même déjà rappeler qu'il y a un décret qui régit la vente de ciment au Bénin. Il y a un décret qui date de 2022. C'est dit que c'est le gouvernement qui fixe normalement le prix du ciment selon les localités. Pour toujours, au niveau de l'Atlantique littoral, par exemple, c'est 75 000 francs la tonne. Selon le décret 2022, à Paracou, c'est 82 000, 83 000. Si on remonte un peu plus dans le Nord-Balanville, dans la Ligurie, c'est 90 000 francs. Mais on constate que sur le terrain, ce décret-là n'est pas respecté. Les promoteurs du magasin de vente de ciment pratiquent les prix comme ils le veulent. Donc, c'est là aussi compte de les charges, parce qu'il y a le transport. On n'est pas sans savoir que ici, dans le Nord, le ciment n'est pas fabriqué. Le ciment est exporté essentiellement de la partie méridionale du centre de notre pays. Donc, il parle du transport, il parle des manœuvres. Ils doivent payer pour ceux qui doivent charger, décharger le ciment et tout. Il y a les impôts, il y a les magasins qui doivent louer. Et quand ils ajoutent tout ça, ils sont obligés d'augmenter le prix. Donc, de ne pas respecter le décret du gouvernement qui n'est pas conseillé, bien évidemment. On leur a demandé s'ils peuvent, est-ce que la situation va revenir tout de suite à la normale. La réponse n'est pas véritablement claire. Ils disent que tout cela dépendra du prix du gasoil sur le marché, sur le prix du gasoil. Je ne dis pas si on observe toujours ce déséquilibre entre l'offre et la demande. Donc, eh bien, on n'est pas sûr d'avoir une diminution des prix du ciment de plus tôt. Voyez-vous, donc c'est un peu ça la situation actuellement sur le marché.
On attend de voir pour ceux qui ont des projets de construction, ceux qui ont bien d'autres choses à réaliser, qui demandent justement, c'est beaucoup de cas actuellement, c'est la remise en cause de leur budget. Ils n'avaient pas prévu une telle conjoncture et ça peut poser beaucoup de calculs. Attention tout de même aux propriétaires de maisons qui pourraient être consultés pour parler de l'augmentation du loyer. Oui, la guerre Iran-Israël-Amérique aura bon dos pour subir, je dois dire, toutes les accusations possibles. Et pourquoi pas, nous aussi, on devrait revoir nos tarifs de prestations dans les médias, non, à cause de la guerre, puisque c'est difficile d'avoir des informations maintenant en temps de guerre. Allez, Jacques, merci beaucoup d'avoir été en ligne. Très bonne journée à Parakou. Merci à vous, très bonne journée. Retour à Cotonou, mesdames et messieurs, vous aviez vu beaucoup de rubriques passées par ici. Je vous en propose une qui n'est pas traditionnelle. C'est élément témoignage de l'ancien député à l'Assemblée nationale. Il s'agit justement du député Malik Seibou Gomina. Depuis lundi, il a commencé à révéler sa lecture, je dois dire, de la gestion de Patrice Talon sur ces 10 dernières années, mais aussi son approche de vision sur ce qui va se passer si la continuité était adoptée. Alors, pour ce matin, il va vous proposer aussi comment est-ce que... proposer sa lecture, je dois dire, de la projection à venir du Bénin sur les 7 prochaines années, sous le style de gouvernance de Wadagni, si c'était lui qui arrivait justement à conquérir les cœurs au soir du 12 avril prochain. On va le suivre. Romuald Wadagni, ça fait 10 ans qu'il est ministre des Finances. Un ministre des Finances, il a une vue holistique de tout ce qui s'est fait pendant les 10 ans. Et Wadagni s'inscrit dans la continuité de ce qui a été fait. Donc le projet de société de Wadagni est connu. Il suffit de prendre les différents PAG qui ont été faits ces dernières années et savoir qu'il s'inscrit dans la même lancée. Il va juste améliorer, apporter sa touche personnelle par rapport à certains points. Mais pour l'ensemble, il est dans la continuité de ce qui a été fait dans ces 10 dernières années. Et donc, ce n'est pas pour rien qu'il a été choisi par la majorité sortante comme étant leur candidat. C'est pour perpétuer l'œuvre qui est en cours. Nous avons vu les effets du serrage de ceinture. Maintenant, nous allons profiter de ce que le serrage de ceinture a permis de faire. On ne va pas serrer la ceinture toute notre vie. Et donc, c'est sûr qu'il y aura une inclinaison beaucoup plus sociale parce que les grosses infrastructures ont été déjà faites. Nous l'attendons de pied ferme, ça ne nous inquiète pas. Nous espérons que d'ici là, il va décliner, que nous puissions dire qu'entre quelqu'un qui veut venir au pouvoir et quelqu'un qui est préparé à continuer le pouvoir, nous dirons en son temps aux Béninois ce qui est mieux pour eux. Avec Canal+, c'est royal. Quel programme souhaite voir Sa Majesté aujourd'hui? Les rois de l'Europe? Exceptionnel! Ou les reines du foot africain? Le Nigeria remporte cette CAN. Les nouvelles saisons de The Penthouse? C'est ma vie tout entière. Les coups de la vie? Tu es beau comme un petit prince. Nouvelle reine ou les reines du shopping? Je porte une robe de reine. Waouh! Les joyaux de la couronne n'attendent que vous. Pour vous honorer, nous vous offrons 15 jours à toutes les chaînes si vous vous réabonnez à votre dernière formule. En plus, le royaume s'ouvre à tous grâce au décodeur HD à 1000 francs dès la formule évasion. L'installation est offerte. Les lignes haute tension alimentent nos foyers, mais elles peuvent devenir mortelles si leurs emprises sont occupées. Une emprise, c'est la zone réservée pour installer, entretenir et réparer les lignes électriques. Sa largeur dépend de la tension et du type de route. Libérer les emprises, c'est éviter les coupures, sécuriser les installations et protéger la population contre les accidents. Occupation illégale égale danger, électrocution, incendie, coupure massive. Avant toute activité près d'une ligne, demandez un permis, informez la SB2E et respectez les consignes de sécurité.
Libérer les emprises, c'est protéger des vies et garantir l'électricité pour tous. Ensemble, faisons de la sécurité une priorité. La SP2E, des femmes et des hommes à votre service, 24 heures sur 24. De la société civile et surtout des médias qui aussi ne s'engagent pas, mettons, dans le jeu afin de l'expliquer suffisamment aux populations. Je pense que ceux qui nous ont entraînés dans la fièvre du renouveau démocratique en 90 ont fait ce qu'il fallait, ce qu'ils pouvaient, mais aujourd'hui que nous avons avec le recul constaté tous les problèmes qu'il y a autour, nous pouvons commencer à les corriger courageusement et redonner le pouvoir aux citoyens électeurs. Il faudra aussi montrer l'exemple. Et on n'a pas l'impression que nos aînés nous aident beaucoup. Ils ne nous aident pas parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ceux qui s'opposent à un gouvernement ne s'opposent pas à ce gouvernement-là forcément parce que le pays recule. Ils s'opposent à ce gouvernement-là peut-être parce qu'on leur demande de le faire. Il y a des télécommandes qui disent ce président-là, il faut l'arrêter. Celui-là, il faut faire en sorte qu'il dégage. Et celui-là, il faut faire en sorte qu'il n'atteigne pas, qu'il ne réussisse pas tel projet. Vous voyez? Donc, il y a de ces choses-là qui se font avec les nationaux. Et c'est pour ça que les hommes politiques doivent faire attention à travailler pour le pays plutôt que pour d'autres intérêts qui ne sont pas des intérêts nationaux. Alors, l'Afrique de l'Ouest a un problème avec la démocratie ou c'est plutôt Jacques Chirac qui avait raison en disant que la démocratie est un luxe pour les Africains? La réponse à cette problématique pourrait se trouver un peu dans ce que disait le professeur Maurice Arens-Oglélé lorsqu'on faisait la popularisation de la nouvelle constitution de 1990, 90, oui. Où il disait que il faut absolument qu'avec le vent qui souffle là, pour qu'on ne soit pas dépassé par les événements, qu'on fasse en sorte que les fondamentaux de la démocratie soient enseignés. Que la Constitution soit enseignée à partir de l'école primaire. Que les questions touchant aux droits de l'homme soient enseignées à partir de l'école primaire jusqu'à l'université. De façon à ce que le citoyen ait l'élévation mentale nécessaire pour comprendre au fur et à mesure que les tests qui ont été désormais adoptés appellent de la part du citoyen un certain comportement. Donc il était vraiment rigoureux avec vous. Vraiment rigoureux avec nous. Sinon, déjà à 7 ans, on a commencé la musique, on pouvait aller dans le décor. La pause ce matin, je lui ai déclaré encore ma flamme. La photographie, selon moi, c'est écrire la lumière. Communiquer, Hey. communiquer, Hey. communiquer. Hey. Betty est célibataire. Et surtout, me retrouver encore devant Aïcha Koné. Après plus de 10 ans. J'ai vu un homme qui a été battu par sa femme. On a montré la photo, c'était horrible. Et je me suis dit, mais il attend quoi? Quel ONG s'occupe de ces cas-là? Vous devez avoir votre convention de vente, bien évidemment, ce qui montre que vous avez acheté le domaine. Oui, je voudrais vous inviter à faire massivement le déplacement. Quand je vous dis que je suis chargé d'onction, c'est-à-dire... Nous préparons la journée internationale du jazz, qui va être encore cette année, comme d'habitude, un truc... Non, j'ai laissé le côté humoriste, hein, parce que franchement, le Béninois, pour faire rire le Béninois, c'est compliqué. Pour faire rire le Béninois. Donc ce qui nous oblige tous aujourd'hui à nous intéresser à la chose technologique. Aujourd'hui, spécialement, nous allons parler du massage, Madame Florence. Est-ce que par moment, il n'y a pas des hommes qui... Oui.
Ah oui. Bonjour. Bonjour Tanguy. Eric, Loïc, bonjour. Bonjour Tanguy. Bonjour Tanguy. Alors ce matin, on va parler un peu de la présidentielle. On a d'ailleurs commencé à en parler depuis le début de cette semaine, mais on va s'intéresser surtout à ce que nous proposent, je dois dire, les deux duos qui sont appelés à s'affronter dans les urnes le 12 avril prochain. On va surtout s'intéresser au volet, mettons, projet de société. Il y a, disons, 10 ans, sur la place publique, quelques, mettons, conceptions scripturales passaient sous nos yeux pour ce qui est des visions de chaque candidat. On a bien l'impression que pour cette fois-ci, il y a eu une exception, Franck. Pourquoi est-ce qu'on ne sait rien de ce que les candidats nous proposent jusque-là? Je ne sais pas. Ah, comme vous. C'est un choix. C'est parce que... C'est un choix visiblement. Et puis les deux duos qui s'entendent apparemment pour ne rien dire. Oui, alors que nous sommes pratiquement à 10 jours du démarrage de la campagne électorale. Oui. C'est vrai que c'est la campagne, les 2 jours, enfin les 15 jours, les 14 jours de la campagne qui sont réservés pour parler des projets de société. Mais si nous devons poser des préoccupations vraiment sérieuses à ces candidats qui vont défiler, il nous faut le contenu pour qu'on puisse les lire, les décrypter, savoir sur à quoi nous devons nous attendre. Aujourd'hui, on n'a pas du tout l'impression que les candidats eux-mêmes sont prêts parce qu'on n'a rien sous la main, aucune initiative, aucun projet, aucune idée jetée comme ça pour nous dire voilà ce que nous voulons faire les 7 prochaines années. Ce qui est en vogue actuellement, c'est que tout le monde parle de taux de participation et on s'agrippe à cette terminologie-là. Ça se crée ça se dit dans toutes les rues, dans tous les villages, dans tous les quartiers de ville. Et c'est avec ça qu'on nous donne du thé, on nous sert le petit déjeuner, le déjeuner et puis le dîner. C'est de ça qu'on parle. Alors que nous avons des questions majeures, l'emploi, la sécurité dans le nord du Bénin. Qu'est-ce qu'on entend faire pour repousser ces gens-là qui sèment la violence au quotidien, l'emploi des jeunes, le chômage. Nous avons la question de l'épanouissement, par exemple la question de l'éducation. Qu'est-ce qu'on veut faire pendant les 7 prochaines années? Rien ne se dit. Et ce qui est mauvais, ce qui est même regrettable, ces jeunes-là qui après commencent par jouer aux frustrés, à jouer, disons, à ceux qui ne se retrouvent pas, aux oubliés, ceux qui ont été laissés sur le quai. C'est eux aujourd'hui qui portent sur leur tête le taux de participation. Est-ce qu'on peut aller à une élection en ne parlant que de taux de participation? C'est une question que moi je me pose. Allez leur demander ce qu'ils savent de ce que chaque candidat va faire dans les 7 prochaines années. Ils vous diront qu'ils n'en savent pas grand-chose. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui est un soutien d'un des 2 partis politiques, je ne veux pas dire le nom, et qui dit nous lançons bientôt notre projet de société. Bon, le bientôt là, il n'y a pas de date précise. Oui, le riche. J'aime bien ce bientôt là qui vient de nous être envoyé. Ce bientôt, je le trouve tardif. Désolé de le dire. Pourquoi aussi simple. La loi a réservé 2 semaines pour faire la campagne électorale. Mais écoutez. Depuis plusieurs années, la tradition au Bénin, c'est vrai que ce n'est pas constitutionnel, que ce soit à une date bien précise. Mais depuis très longtemps, notre tradition fait que chaque candidat à la présidentielle envoie, ou du moins fait publier déjà son projet de société. Ça permet quand même aux composantes de la société d'évaluer, d'analyser, de critiquer à la limite, ou peut-être même de voir, de jauger, surtout quand il y a au moins 2 projets de société qui sont en challenge, de voir ce qui est le mieux. Il arrive des moments où, même sur les plateaux de télévision et même un peu partout dans la presse, qu'on aille jusqu'à décortiquer ces projets afin de voir si ces projets sont en adéquation avec les besoins réels des populations et voir aussi si, entre-temps, on a fait des visions projectives très intéressantes pour
les populations. Oui, nous sommes à quelques semaines seulement. Nous sommes pratiquement à moins de 2 semaines, si on compte bien à moins de 2 semaines des campagnes électorales. Et qu'est-ce que les populations ont sous la main pour dire, oui, pour les 2 duos qui sont là, ou plutôt pour les potentiels présidents de la République qui vont s'affronter, je veux parler de Paul Ronkbe et je veux parler de Wadani. Qu'est-ce qu'ils ont sorti comme projet de société pour dire, voilà mon plan que je veux dérouler. Voilà les aspects sur lesquels je veux travailler. Aucun, rien pour l'instant, nada. Alors, quand on voit beaucoup de personnes se lever aujourd'hui et dire, oui, nous soutenons tel candidat ou nous soutenons tel duo de candidats, moi je trouve que ça ne veut absolument rien dire. C'est normal qu'ils soutiennent, mais ils soutiennent pourquoi? J'ai même vu des organisations socio-professionnelles se constituer pour dire qu'elles soutiennent. Je suis d'accord que les organisations soutiennent, mais elles soutiennent pourquoi? Juste parce que tout le monde va vers ce candidat ou ce duo de candidats ou pas, ou juste parce que ce duo de candidats paraît, je dis bien paraît, le duo providentiel pour mener le Bénin avec la baguette magique. Non, je pense que ce sont ces mêmes organisations qui vont demain se plaindre en estimant que oui, nous avons voté pour lui, mais il ne prend pas soin, il ne s'intéresse pas à notre corporation, il ne nous améliore pas nos conditions de vie. Nous avons vu aussi des enseignants qui se sont mis en association. C'est comme si aujourd'hui tout le monde suit la vague. C'est bon de suivre la vague, mais suivons la vague en estimant que oui, cette vague que nous suivons, ça nous apporte ceci ou cela, des choses que nous pouvons quantifier parce qu'au-delà de tout, quand on finit les campagnes, quand on finit les élections, le candidat qui devient maintenant le président de la République sera jaugé à l'aune de ce qu'il a promis et on verra s'il a tenu parole ou s'il n'a pas tenu parole. Et s'il n'y a pas véritablement quelque chose qu'on peut analyser et dire oui, il a fait ceci, il n'a pas fait cela, alors là, restons tous dans une logique de oui, que tout le monde aille aux élections. On va aux élections, que les gens sortent pour aller voter, mais ils votent pourquoi? C'est la question principale. Oui, je pense que les projets de société seront connus au temps opportun. Nous savons que dans un processus électoral, il y a une période qui est donc choisie pour permettre aux candidats de vendre leur projet de société aux populations. Et cette période n'est pas encore arrivée. Sans doute qu'à ce moment précis, les 2 candidats sont en train de travailler justement à ce projet qui sera dévoilé d'ici quelques jours, une fois qu'on sera justement dans la campagne électorale, la période qui est donc définie par le code électoral pour permettre aux candidats justement de vendre leur projet. Je pense que pour l'heure, il n'y a vraiment pas matière à exprimer, je dirais, une forme d'impatience ou à penser qu'il y a véritablement un retard. C'est même bien de voir cette forme d'impatience qui traduit l'idée selon laquelle nos concitoyens veulent vraiment voir ce que les candidats veulent proposer. Mais ça viendra. Parce que moi, je pense qu'il est impensable de voir un candidat aller aux élections, traverser la période de la campagne électorale sans rien proposer aux Béninois. Parce que c'est à partir de ce qui sera proposé pendant la campagne électorale que les Béninois pourront faire un choix entre ce que X pense faire de notre pays et ce que Y aussi pense faire de notre pays. Le projet de société, c'est d'abord la vision de l'individu, d'un candidat pour son peuple. Une fois élu, ce projet peut être transformé en un programme, en un projet d'action. À partir de ce moment, on peut faire une large consultation justement pour que ceci soit une vision d'ensemble, une vision globale. À l'étape où nous en sommes, nous avons des candidats qui aspirent à diriger le Bénin. Et la question est de savoir, justement, en période de campagne électorale, ce qu'ils pensent de ceci, ce qu'ils pensent de cela. Et je pense que le moment viendra où ils feront cet exercice et c'est à nous de décider entre ce que, justement, un candidat de telle obédience politique pense faire, justement, de notre pays les 7 prochaines années. J'ai lu tout à l'heure qu'un candidat pense pouvoir rendre public son projet d'ici quelques jours. J'ai lu une date au passage, mais bon, je pense que ça vient. Et puis, le moment venu, on pourra mieux apprécier justement ce que les candidats vont proposer aux Béninois. Est-ce que quelque part on n'est pas injuste quand on demande au duo Wadani Talata par exemple de proposer
un projet, quand on sait que le duo est resté au cœur de la gouvernance Talon depuis 10 ans et qu'il a été suffisamment imprégné, qu'il a été acteur même de ce bilan-là, et qu'on sait, je dois dire, qu'on connaît la trajectoire, je dois dire, de la gouvernance à laquelle ils ont contribué pendant près de 10 ans, Franck. Non, ça n'est pas du tout injuste. Ah oui. Talon, c'est Talon. En venant au pouvoir, il avait des idées claires. La méthode peut ne pas être la même. Il y a les idées, il y a l'expérience qu'on a acquise, mais il y a la manière dont vous entendez mettre en œuvre ces idées-là. Et on veut le savoir, on veut véritablement comprendre à quelle sauce nous serons mangés les années à venir. Et donc moi je pense que ce n'est pas du tout injuste de leur demander, écoutez, qu'est-ce que vous entendez faire? Parce que le niveau de développement auquel on était en 2016 et le niveau de développement du Bénin aujourd'hui en 2026, c'est deux choses incomparables. Nous avons évolué, nous avons atteint certains niveaux. Wadaye ou Paul Rompé ne viendra pas au pouvoir pour nous dire maintenant qu'il veut reprendre encore des études pour construire les routes qui ont été déjà construites et tout. Il y a déjà une base qui est là et nous pouvons surfer sur ça pour continuer le développement. Alors, ce que Eric a dit tout à l'heure, je pense qu'on ne s'impatiente pas. La question majeure, c'est pourquoi nous jeunes, nos femmes aujourd'hui, nos cadres, pourquoi nous ne posons pas les réels problèmes. Et tout le monde parle de taux de participation. C'est là, mon problème, en fait. Si les gens s'impatientent, c'est normal. C'est parce que, on peut attendre la campagne, mais les gens peuvent se dire, mais qu'est-ce qui nous attend? Mais pourquoi nous ne posons pas les vraies questions? Les questions de chômage, la question des AME, quand les gens se retrouvent, même les AME aujourd'hui se retrouvent pour faire des meetings, vous allez apprendre, écoutez, taux de participation, le projet, la continuité, les si. Il faudrait que nous-mêmes nous posons les vraies questions. Va améliorer leurs conditions. Non, ça va attirer l'attention, des candidats sur ces questions pour dire, mais attention, si nous ne faisons pas bien les choses, demain nous serons au banc des accusés, les gens vont nous juger sur ce qui va se faire. Ce n'est pas, ne me dites pas que c'est au cours de la campagne qu'on pose les vrais problèmes. Aujourd'hui, par les médias, parlez, posez réellement vos problèmes. Eric. Vous voyez les agriculteurs, les commerçants, les femmes de nos marchés, on se regroupe et puis on dit taux de participation. Comme si on entretenait dans ce que nous vivons ces derniers jours, vous avez différents types de citoyens. Vous avez ceux qui sont convaincus déjà, à partir déjà de leur choix, et qui pensent que, même en mettant de côté un projet de société d'un candidat, eh bien, la solution pour l'avenir est déjà là, voyez-vous. Vous avez justement de ces sympathisants, de ces militants qui déjà sont déjà dans une forme d'activisme. Et c'est généralement ce que nous voyons. Ceux qui ne se posent même plus la question de savoir qu'est-ce que le candidat veut proposer, parce que pour eux, c'est le bon choix. Et voilà, ça, enfin, en fonction de ce qu'il va proposer, cela ne changera absolument rien en leur choix, en leur conviction de soutenir et d'accompagner un candidat. Et c'est le cas des mouvements que nous voyons, c'est le cas des associations que nous voyons qui sont déjà dans une forme d'activisme parce que pour eux, le choix est déjà fait avant même que le projet de société ne soit connu. Non, c'est pas une erreur. On ne va pas refuser à des partis politiques, à des militants qui militent pour une obédience politique et qui ont communiqué avoir déjà choisi le candidat, d'imposer à leur candidat un projet de société étant militant. Finalement, pourquoi on est militant? Je suppose que c'est parce que le parti politique qui accompagne le candidat a déjà fait un travail et est convaincu de ce que ce choix qu'on a fait, c'est le meilleur des choix. Non, on ne dit pas que le projet de société va être une soustraction du travail qui va être fait sur le terrain. Mais nous savons qu'il y a une période qui est déterminée et qui oblige les candidats à aller proposer quelque chose à nos concitoyens. Et cette période arrive. Le riche? Vous savez, on peut être très bon apprenti ou très bon élève et être un mauvais maître. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez demandé tout à l'heure, étant donné que je suppose le Robert Doualani a été très bon élève sous le président Patrice Talon, très bon collaborateur, et qu'il est déjà au fait des projets de développement et qu'il est au cœur des projets de développement, qu'a priori on peut dire que si éventuellement c'est lui qui remporte les élections, d'office on va se retrouver dans une dynamique de suivi. Je dis non d'office parce que
On peut être très bon élève, mais très mauvais maître. On peut aussi être très bon élève et devenir aussi très bon maître. Ce qui veut dire que il doit pouvoir définir sa ligne de conduite. Il doit pouvoir expliquer clairement aux populations, parce que là, ce n'est plus une direction sous contrôle, mais c'est une direction personnelle. Autrefois, il agissait en tant que collaborateur d'un président de la République. Mais maintenant, il aura à agir en tant que président de la République. Il doit pouvoir définir ses propres lignes, définir ses propres objectifs, ou du moins son propre cheminement. Et le peuple va aviser. C'est ça justement. Et l'impatience aujourd'hui dont nous parlons, ce n'est pas en réalité une impatience. Parce que pendant la campagne électorale, les populations auront à poser des questions. Les populations auront à demander certaines choses, à échanger avec ces politiques qui iront sur le terrain. Mais s'il n'y avait rien en amont pour qu'on puisse poser des questions, pour qu'on puisse faire des observations, et que c'est pendant la campagne qu'on découvre que oui, j'ai pensé à ci, je pensais à ça, c'est bon. Mais ça ne permet pas à tout le monde d'être au même niveau d'information. Je salue déjà cette initiative de la HAC qui permet, pendant la campagne électorale, aux partis politiques de se prononcer sur certains sujets de façon thématique. C'est bien déjà. Mais il faut quand même que chacun sorte de son information. Les gens viennent réciter. Malheureusement, les gens viennent réciter leur leçon. C'est ça. Ce que j'entends, et si on devrait voir la chose autrement, c'est que si c'est maintenant que nous voulons voir les candidats faire le tour, je sais pas, des plateaux de nos villes et parler de leurs projets de société, est-ce que cela ne serait pas contraire au test? Non, c'est pas contraire au test. Bon, voilà. Nous avons des gens qui disent nous soutenons Wadaï, nous soutenons Paul Roumpère, alors que nous sommes mécaniciens, association mécaniciens. Ce que le riche attend, c'est que les mécaniciens disent nous pensons que Wadaï serait bien pour nous parce que c'est tel aspect quand il va venir dans ce métier de mécanique et nous on pense que si on développe cet aspect, ça nous arrange. C'est des débats thématiques clairs qui fixent l'opinion sur ce que chaque corporation dans l'organisation sociale du Bénin pourra tirer de telle ou telle candidature. Et ça va être, enfin, ça va s'élever un peu plus que ce que nous avons comme thématique passe-partout, où on parle de taux de participation. Tout le monde parle de taux de participation et j'avoue... Bon, c'est vrai, c'est un gros travail à faire aussi, parce que quand on voit un peu le taux de participation, tendance, il y a un problème, effectivement, on a vu la tendance depuis depuis les dernières élections qui se sont écoulées. On a remarqué que le taux de participation est drastiquement en baisse. Oui. Effectivement, chaque acteur, chaque citoyen, pas que les politiques, même nous, journalistes, chacun de nous doit contribuer à ce que chaque citoyen se sente dans l'obligation d'accomplir son devoir civique. Ça, c'est notre devoir pour tous. Mais ne nous contentons pas uniquement observer les débats que nous entendons. Vous voyez par exemple des professeurs, des enseignants qui se mettent ensemble pour soutenir un candidat. Mais le seul message que nous entendons, ce n'est pas parce qu'on veut améliorer, nous sommes là parce qu'on estime que dans le projet de société, il y a des dispositions qui sont prises pour améliorer les conditions de vie des enseignants. Il y a des dispositions qui sont prises pour une meilleure insertion des AME. Je ne cite que ceci par hasard, mais vous imaginez la seule chose ou le seul point qu'on vante quand on commence par parler des soutiens, c'est qu'on dit simplement oui, nous devons tous aller aux élections, nous appelons le peuple à aller aux élections. Allons aux élections, oui, ça tout le monde doit voter. Mais au-delà de tout, parce que quand on ne fait pas attention à l'entame, après il y a les frustrations, les récriminations, les lamentations, et après, on se dit oui, on a voté pour lui, voilà ce qu'il a fait pour nous. Non, il faut le faire en amont. De toute façon, plainte ou pas plainte, lamentation ou pas lamentation, on en a vu par le passé. On finit toujours par subir jusqu'à la fin, à la fin du mandat. Merci beaucoup, chers messieurs, d'être passés par ici. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Prenez soin de vous. Bonne fête de Ramadan par anticipation. Moi, je vais vous retrouver lundi matin à partir de 7h.
À toutes et à tous, bonjour. Revirement spectaculaire sur la scène politique à moins de 2 semaines du démarrage officiel de la campagne électorale pour la présidentielle du 12 avril prochain. Le télégramme nous apprend que la FCBE et les démocrates échangent. Des délégations des 2 formations politiques se sont retrouvées mardi 17 mars 2026 autour d'une même table. C'est pour l'heure aucune précision n'a filtré sur la composition des délégations, ni le lieu de la rencontre, encore moins le contenu précis des points discutés. Le quotidien indique que la rencontre s'inscrit dans le cadre des discussions pour une éventuelle coalition de l'opposition pour la présidentielle d'avril 2026. Le secrétaire exécutif national du parti Force Corée pour un Bénin émergent, Paul Rompin, avait lancé via un communiqué au début du mois un appel fraternel et patriotique à toutes les forces politiques, organisations citoyennes et personnalités publiques se réclamant de l'opposition, les invitant à manifester leur intérêt pour la tenue prochaine d'une assise de concertation. Cette rencontre, prévue dans un bref délai, vise à jeter les bases d'un cadre unitaire de dialogue, de coordination et d'action politique dénommé Force coalisée pour un Bénin émergé. L'événement précis constate pour sa part la non-communication des projets de société des 2 duos candidats en liste pour la présidentielle. Pas la moindre bribe jusque-là, en dehors de quelques éléments qui s'échappent furtivement des acteurs et soutiens d'un camp comme de l'autre. Du côté du duo Wadani-Talata, la continuité dans les élans de développement engagés sur tous les fronts par le régime sortant reste le maître mot. Des acteurs de la mouvance insistent aussi sur le fait que le ministre d'État et des Finances, s'il accède à la magistrature suprême, ne manquera pas d'apporter sa touche personnelle. Des sources proches de la coordination nationale de campagne de l'homme rapportent que quelques dernières touches seraient en train d'être apportées aux précieux documents avant qu'ils ne soient publiquement dévoilés. Du côté du duo Rompin-Rouanou, seules quelques promesses, notamment de réconciliation des Béninois et de reprise de la coopération Bénin-Niger, sont faites à l'occasion de quelques sorties médiatiques. Sur le plan sanitaire, les étudiants en médecine ont décidé de suspendre leur mouvement de grève, rapporte Fraternité. La décision qui prend effet à compter du mardi 17 mars 2026 est la rançon de la rencontre avec le président Patrice Talon tenue au palais de la Marina. Elle marque, selon le Canard, une accalmie après plusieurs jours de tension dans les milieux universitaires et hospitaliers. Déclenché le 12 mars, le mouvement de protestation faisait suite à la condamnation judiciaire de professionnels de santé impliqués dans le décès d'une patiente après une césarienne. Au cœur des revendications figurait l'absence de textes clairs encadrant le statut des étudiants dans les hôpitaux. Pendant ce temps, la répression des chargements hors gabarit des camions à la frontière semi-craquée entre dans sa phase active. Le matinal constate ce lundi une longue file indienne de camions chargés de marchandises le long de la voie inter-État craquée semi-Carrefour à quelques mètres du poste conjoint juste apposé, communément appelé ECOWAS ou CEDEAO. En partance pour le Nigeria, ils sont tous à l'arrêt pour défaut de paiement de la pénalité applicable à la surcharge. Le journal rappelle que par une décision du 20 février 2026, le ministre du Cadre de vie et des Transports et son collègue de l'Intérieur et de la Sécurité publique ont engagé la lutte contre les surcharges et les camions hors gabarit à travers l'érection de barrières de plus de 3 mètres de hauteur à la frontière semi-craquée dans la commune de Semipodi. Le phénomène est réprimé et sanctionné par une amende de 500 000 francs CFA. Du côté des hommes entrouillés, l'heure est plutôt à la préparation au combat. Libération pointe que les forces armées béninoises seront en exercice d'entraînement du 18 au 30 mars 2026. Baptisée Alligator, la manœuvre militaire se déroulera dans les villes de Cotonou, Alada, Ouida, Grand Popo et Porto Novo. Cette opération vise à renforcer les capacités des FAB à travers des simulations en conditions réelles. Détonations, mouvements d'hélicoptères et perturbations du trafic routier sont annoncés.
précise le quotidien. Terminons par le télégramme qui signale une énorme déflagration dans le monde africain du football. Le jury d'appel de la Confédération africaine de football a décidé, en application de l'article 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations, de déclarer l'équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football. Les Lions de l'Atlas sont ainsi déclarés vainqueurs de la CAN 2025. Fin de la revue de presse de ce mercredi 18 mars 2026.